Pourquoi on serait bullish ou suicidaire? Ah, il faut choisir. Bah, franchement, moi, je comprends pas le sentiment des gens. Genre, Trop bullish. l'ETF Ethereum est validé. On sait que ça commence. Ça commence quand? Ça commence dans 3 jours, non? Demain. Ça commence Ouais. demain. Demain. Le Et- bull run? Alors, le bull run commence demain, je suis pas sûr, mais Non, pas sûr. je pense que ça va lancer un petit peu la machine. Ouais, je pense que c'est pricé et que là, l'Ether, il est à son juste prix et ça va être intéressant de 1500, voir. c'est pas mal pour l'Ether. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Ouais, 1500, ça va être intéressant de voir en termes de flux, tu vois, de capitaux, si on a effectivement 10, 20, 30% de la masse qui est rentrée sur BTC, qui rentre sur Ether. Je pense que dans un premier temps, ça risque d'être un peu décevant dû à la période estivale. Là, de même que n'importe qui a des vacances l'été, bah, il y a plein de gens qui mettent un peu de côté pendant la période estivale les marchés. Et souvent, on peut l'observer d'ores et déjà, les ordres, tout ce qu'on appelle order book, etc., sur les échangeurs centralisés, du moins. Je n'ai pas regardé sur les DEX. Mais il y a beaucoup de Bitcoin, d'Ether et tout ça qui sont sortis. Et c'est assez vide au final. C'est ce qui aussi crée pas mal de décalage là depuis quelques temps. Le fait qu'on ait fait le yo-yo entre 53 et 68 hier, ça fait quand même un décalage de 15 000 sur une grosse semaine, 10 jours. Donc c'est assez costaud. Hein. On a pour un été quand même pas mal de volatilité. Donc Moi, voilà. je partage pas exactement le même sentiment. En tout cas, alors, je le partage d'un point de vue échange centralisé et finance traditionnelle. Je le partage pas autant en finance décentralisée. On a pris 10% quand même, nous, AV, en termes de liquidité sur la période estivale, là, depuis juin. On était un petit peu à moins de 20 milliards et là, on est aux alentours de 22 milliards. Alors, ça monte, ça descend selon les valeurs de marché, mais on est en forte croissance. Hein. Sur les layers 2, par exemple, on est sur une croissance très forte. On est passé numéro 1 sur Base, qui n'est pas le layer 2 qui nous est le plus favorable, puisqu'il n'y a pas de liquidity mining, il n'y a pas de token, et c'est très soutenu dans un écosystème d'investisseurs qui vont soutenir normalement d'autres protocoles. Bah, on est passé numéro 1, on continue de grossir, et maintenant les layers 2, c'est plus de 15% de notre revenu. Donc la période estivale a été très positive du côté d'AV, et donc par extension pour la DeFi en général. Effectivement, non, effectivement, ça. Après cette période estivale, ça bouge tranquillement, mais on a quand même des actions de prix qui sont correctes. Et comme tu disais, Sam, je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas été regardé effectivement sur les exchanges, etc. Là, ça bougeait assez peu. Après, je suis d'accord avec Marc par rapport aux data qu'il met en avant, probablement que ça bouge un peu plus côté DEX. Mais pour les échangeurs centralisés, franchement, il y a des points bas selon les métriques que l'on regarde où on revient sur des points bas d'il y a 2-3 ans. Même on est en train, certaines fois, sur les données on-chain, de faire des points bas niveau transfert de flux, en tout cas, ce qui peut s'apparenter les retail, les particuliers, sur des points bas qui sont plus bas que ce qu'on était quand on avait Bitcoin à 15 000. C'est ça qui est complètement fou et qui finalement va un peu dans le sens, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce post récent sur Twitter, du gars qui disait en anglais, là c'est un très bon post, que c'est un cycle qui est vraiment pas du tout drivé par les retail, qui est pas fait pour les retail, et qu'on sent qu'il y a un truc vraiment qui a changé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que quand on voit un prix si haut et le fait qu'on ait des métriques qui démontrent preuve à l'appui que les retails sont pas là, on se demande jusqu'où ça peut aller sans les retails, ou peut-être un cycle sans retail qui iront, eux, sur les mêmes coins. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, avec ce trade, même si pour moi, c'est une tragédie. Et ça fait longtemps qu'on le dit dans l'émission. En tout cas, j'ai le souvenir que je parlais de ça il y a un moment, dans le fait que les institutions sont en train de voler le marché des cryptos au retail, dans le sens où la crypto, ça a été la seule opportunité financière où les petits ont été servis avant les gros. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Ou des gens comme BlackRock, quand le Bitcoin vaut 100 $, ça les intéresse pas. De toute façon, ils n'ont pas de volume, ils peuvent pas rentrer sur les marchés. De toute façon, c'est pas assez régulé pour eux, etc. Et donc,
c'est le seul marché financier où les particuliers ont été servis avant les gros et ont eu 10 ans d'avance. Entre 10 et 14 ans. Le Bitcoin va aller sur ses 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, si je sais à peu près compter. Ouais, ça va être les 15 ans là cette année. 15 ans d'avance. Et malheureusement, on est beaucoup à en avoir profité. Moi, je fais partie des gens qui en ont profité et j'en suis très heureux. Mais il y a plein de gens qui ont laissé passer le train une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à chaque cycle, et sont en train de le laisser passer maintenant. Et je pense que c'est la dernière fois que le train passe. Maintenant, les ETF, ils sont complètement contrôlés. Il y a Coinbase qui a pris énormément de parts de marché. Ils sont en train de réguler les stablecoins. Avec Mika, ils vont réguler Mika 2, ils vont réguler la DeFi. Ils sont en train de loquer le marché. Et au lieu de prendre l'opportunité d'une vie, les gens, ils laissent passer le truc, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est une tragédie. Ouais, et puis surtout qu'en plus, si tu t'intéresses un peu à la vision, si on parle de Bitcoin et que tu t'intéresses un peu à la vision primordiale de Satoshi Nakamoto, tu te rends compte qu'avec la période qu'on vit en ce moment, qu'on vient de vivre avec l'impression monétaire, etc., bah, au bout du compte, ça prend tout son sens. Bitcoin prend vraiment tout son sens et on peut commencer après à toucher du doigt, tu vois, la proposition de valeur initiale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, quand je dis ça, hein, c'est-à-dire une réserve de valeur qui soit décentralisée, qui soit incensurable, etc. Et au bout du compte, c'est aussi triste parce que bah, c'est peut-être quand les gens vont en avoir besoin qu'ils vont se rendre compte que bah, ils auraient dû y penser, entre guillemets, un peu avant. Après, la Bitcoin sera toujours là. Oui. On pourra toujours utiliser AV, on pourra toujours utiliser Uniswap. Ça, c'est pas un souci en particulier. C'est juste que l'opportunité financière, elle est en train d'être prise par d'autres. En tout cas, sur ce cycle-là, ça me semble tout à fait cohérent. Parce que nous, on l'observe. Je parle de mon protocole parce que c'est les données que je connais le mieux. Mais par extension, on voit les mêmes comportements sur tous les protocoles. Aujourd'hui, c'est des whales qui arrivent. Hein. Aujourd'hui, là, l'augmentation de EtherFi sur Base, c'est moins de 5 adresses qui ont pris le truc et on parle de plusieurs millions de dollars. Il y a 2 adresses, il y a 2 personnes. C'est des personnes, c'est pas des institutions et je suis en contact avec eux, c'est mon métier, qui représentent plus de 30% du go. Donc sur 100 millions de dollars, bah, c'est 2 personnes qui... alors, c'est pas 15 millions chacune, elles ont leur propre taille, mais on est sur ces eaux-là. Donc, on a des institutions et des professionnels, ou en tout cas des whales, qui sont en train de prendre toutes les opportunités. Et pendant ce temps, les gens qui ont 200 balles, 2000 balles à mettre dans la crypto, ce qui est déjà beaucoup, hein, bien sûr, et ben, ils vont aller les claquer sur des mêmes coins et se faire complètement pondre par les 2 douzaines d'influenceurs à Dubaï ou à Porto Rico qui créent ça de manière industrielle pour tondre les gens. Et moi, je trouve que c'est plutôt une tragédie, mais en même temps, bah, c'est le marché. Les opportunités sont les mêmes pour tout le monde. Les rendements sont les mêmes pour tout le monde. Si les gens préfèrent se diriger vers des choses plus risquées parce qu'il y a plus d'upside pour eux, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'entendre aussi. Le truc assez ouf aussi, c'est que on n'en prend pas conscience parce que le chiffre peut paraître anecdotique quand on le dit comme ça, mais en 6 mois de temps, tu as les ETF qui ont capté 4% et demi de tous les bitcoins, genre 900 000 BTC. Mais on parle en total par rapport aux 21 millions, mais quand on sait qu'en réalité, tu as peut-être 5-6 millions de BTC réels en circulation, imagine, ils en ont déjà capté un 5e ou un 6e en 6 mois. Donc, tu te dis, une fois qu'ils ont tout le flottant, en fait, il se passe quoi derrière? Moi, juste ils font la loi, hein, c'est tout. Ouais. Mais j'aimerais bien rappeler un truc, en vrai, si on fait les calculs qui sont assez simples. Si vous prenez les 21 millions de bitcoins, en imaginant qu'il n'y en ait aucun qui ait été perdu, et qu'on les divise par les 8 milliards de personnes sur Terre, on arrive à peu près à 0,003 bitcoins par personne. Aujourd'hui, au prix actuel, ça fait un truc comme 175, moins de 200 balles, grosso modo. Je ne sais pas ce qui empêche tout à chacun d'acheter 200, 300, 500 balles de Bitcoin et de les coffrer quelque part.
Il y a des gens sur Terre qui mettent 1 an à gagner 300 balles, hein, tu sais. Non, C'est malheureusement, la richesse est mal répartie sur notre planète. je parle de notre audience européenne, enfin, on va dire occidentale et plus aisée, effectivement, que les pauvres gens dans le désert. Mais je pense que c'est toujours un play à faire, de la même façon qu'on avait là, Jérémy qui nous disait il y a 10 ans, acheter $1 de Bitcoin, etc. Je pense que ça vaut toujours quand même le coup d'avoir même $500 de Bitcoin coffré quelque part. Ça peut toujours servir, on ne sait pas, pour le long terme, voire le très long terme. Mais ça ne me paraît pas un play délirant, et je pense que c'est un effort qui peut être fait. Après, comme disait Zipol, est-ce qu'une fois qu'ils auront la main mise sur le Bitcoin, si ça continue en tout cas au rythme sur lequel c'est parti, le but derrière, est-ce que ça ne serait pas pour les BlackRock et consorts, peut-être pas de faire un fork, mais de proposer leur propre solution tout en ayant la possibilité de cancel les actifs primaires, entre grands guillemets, puisque ça serait quand même assez complexe à faire, mais... c'est vrai je crois que c'était Kobe récemment qui émettait un peu ce genre de théorie. Bon, après, ça reste des théories qui sont un peu extrêmes dans l'approche, mais qui peuvent aussi se développer très largement. Moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils n'ont pas besoin de toucher au layer 1, parce que le layer 1, ça met tout le monde d'accord, et puis c'est quand même chiant à gérer les mineurs. Et le mining, c'est quand même une industrie de crève-la-faim. Et en ce moment, ils vivent mal. Hein. Franchement, on les voit plus sur les réseaux sociaux, les mineurs qui chutaient et qui nous disaient avant le halving, vous inquiétez pas, on est trop riches. Franchement, bon, vous savez de qui je parle. Il faudrait aller prendre son pouls pour voir si ça va toujours aussi bien que ça paradait sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Mais bref. Tout ça pour dire, le layer 1, c'est un métier compliqué et ils n'ont pas besoin de faire ça parce qu'on a de plus en plus sur le Bitcoin de layer 2 qui se développent, des layers 2 EVM, des layers 2 autrement, qui sont beaucoup plus faciles à contrôler pour des VC, pour des institutions, et c'est là où ils feront leur sauce. C'est-à-dire que Circle, ils choisiront Rootstock ou un autre, ou Bitcoin Core, ou je ne sais pas quel layer 2 sur Bitcoin vous préférez. Et puis, ils imposeront les choses qu'ils ont envie d'imposer. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe. Hein. Moi, j'ai vu une 50aine de projets de layer 2 Bitcoin qui sont en préparation, qui ont levé des fonds. Suffisait de marquer Bitcoin layer 2 sur un white paper et tu avais des VC il y a 6 mois, 9 mois qui te donnaient de l'argent. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont levé des fonds. Il y a Sacha qui demande, vous avez des noms de VM compatibles layer 2 sur Bitcoin. Rootstock, je crois que c'est le plus gros, avec en défi, il y a Sovereign, qui est leur protocole de lending local. Et après, si vous allez sur Défi là-bas, et normalement, ils vous les classent. Hein. Là, je suis pas trop... Allez voir sur defilama.com. Je pense que vous allez avoir pas mal de trucs. Moi, j'avais entendu parler de Bob Building on Bitcoin, qui avait fait un petit peu de bruit, mais il y en a vraiment 50. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je pense que 99% d'entre eux, ils vont finir à zéro. Au rang des outsiders de ce cycle, quand on voit la progression de ces derniers trimestres de Solana, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au vu des derniers développements sur la blockchain Solana, de ce qu'elle a pu proposer, que ça soit au travers de beaucoup de memecoins, des milliers qui se sont créés dessus, mais qui a pu aussi peut-être faire se relever un peu plus vite le bear market d'un point de vue global, au niveau de l'attraction, si je puis dire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que aux côtés de Bitcoin et Ether, on aurait en 3e position sur un podium Solana, ou est-ce que, comme pas mal de personnes sondées sur Twitter le mettaient en avant, on aurait plutôt du Chainlink qui a su démontrer au travers du temps son utilité profonde, avec un Solana qui est plus jeune malgré tout et qui a connu parfois des moments assez difficiles pour ne pas les énumérer. Mais c'est vrai que je me pose pas mal de questions, tu vois, si on devait aujourd'hui choisir le 3e, quel est le grand champion de sortie de bear market qu'on mettrait sur le podium, le trio? Je ne sais pas trop quoi en penser de mon côté. Solana, ce qui est clair, c'est qu'ils sont pas morts. Ils ont fait une remontada qui était impossible à faire.
Et franchement, on les salue là-dessus. Ils sont passés de 6 $ à 180 $. Donc, sur la valeur du token, la remontada, elle est réelle. Sur les utilisateurs, on peut critiquer ou pas, aimer ou pas. Il y a vraiment des gens qui utilisent Solana pour aller trader du shitcoin. Pas pour faire grand-chose d'autre. La défi sur Solana, ça tire la gueule. Vous avez du Camino Finance, vous avez du Raydium, vous avez Soylent. Je crois que c'est les 3 principaux acteurs de lending. Le plus gros, c'est 1,3 milliard de TVL. Je suis en train de vérifier les données pendant que je vous parle sur Défilama. Et même la chaîne en elle-même, c'est 5,5 millions de TVL. Il n'y a pas un seul moment, et on est presque à l'all-time high. C'est-à-dire que au plus haut de novembre 2021, avant la chute de FTX, on était à 9,7 milliards sur Solana. Là, on est revenu à 5,5. Donc, on est à plus de 50% du plus haut sur Solana. En termes de frais, ça génère pas grand-chose, Solana, parce qu'ils veulent faire beaucoup de transactions et ils veulent pas les payer. Donc, pour l'instant, ça génère pas d'argent. C'est très, très largement subventionné, tout ce qui est node, opérateur, etc. C'est pas rentable de faire tourner un nœud, donc c'est subventionné actuellement. Mais en termes de volume, en termes d'activité, voilà, c'est des choses qui existent et qui continueront d'exister. Je trouve qu'il y a quand même un ratio entre la valeur réelle qu'il y a dessus et l'argent que je génère qui est gigantesque. Ouais. Les gars, ils génèrent 1 million de $ de revenus et ça vaut combien en market cap? C'est 83 milliards de market cap. Donc, on est sur... Moi, je reste persuadé que là-dessous, il y a une certaine manipulation. On a vu que en termes de metrics par rapport à Ethereum versus Solana aux États-Unis, on avait eu beaucoup de chill Solana, etc. Donc, beaucoup de gens qui étaient plus amenés à aller faire de la crypto, grosso modo, sur Solana. Je dis pas que ça va pas tenir, mais comme tu l'as dit, les revenus sont pour l'instant pas là. Ça fait longtemps que la blockchain n'est pas partie en vacances, d'un autre côté. Ça s'est stabilisé. Moi, je pense que techniquement, ils se sont améliorés. Et après, c'est une proposition. Hein. Ouais. Et après, je pense qu'il peut faire vraiment une différence aussi. C'est après au niveau des devs. Est-ce qu'il y a beaucoup de devs Rust, etc. C'est aujourd'hui assez compliqué de trouver des devs, on va dire, qui soient les guides, qui sachent ce qu'ils font. Encore un petit peu plus en Rust. Ça, c'est quand même un beau avantage de Solana. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Non, tu as le droit. Vous avez les deux sons de cloche. C'est parce que Rust, c'est un langage pas blockchain à la base. Et c'est un langage, ça fait partie des langages les plus dynamiques et attractifs en ce moment dans le monde du développement. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent Rust. Alors, c'est pas exactement du Rust, hein, Solana. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas quelqu'un qui est dans le Web 2, qui fait du Rust, qui va pouvoir coder des smart contracts Solana à la seconde. Il y a quand même un petit peu d'adaptation à faire, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus simple d'accès que Solidity, parce que Solidity, c'est de la merde. Hein. C'est pas parce que je travaille sur Ethereum et que je code du Solidity toute la journée que je dis pas que c'est de la merde, parce que effectivement, c'est de la merde pour tout un tas de raisons techniques et raisons de conception même du truc. Et deuxièmement, en termes de sécurité, Rust, c'est supérieur à Solidity. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques non plus, mais c'est un langage qui a été pensé pour éviter de faire de la merde. Voilà, c'est comme ça que je le simplifierais. Ce qui n'est pas le cas sur Ethereum. Oui, non, tu as raison. Après ça, je pense que c'est important de voir les générations de devs qui arrivent, effectivement, si elles sont opérantes en Rust, etc. Il y en a dans le chat qui nous disent que c'est pas si compliqué à apprendre que ça. Je n'ai pas la compétence pour vous dire si c'est vrai ou pas, mais je veux bien vous croire. En attendant, non, fun, je sais pas, mais en tout cas c'est mieux que le Cairo de Starknet. Hein. Ça c'est bien possible. Mais on les aime, hein. On vous salue Starknet. Hein. Moi je les ai vus, ils m'ont dit moi ils m'ont dit à EthCC, quand j'ai parlé un petit peu avec l'équipe, ils m'ont dit non, mais si ton dev il est chaud en une journée, il sait coder Cairo, il n'y a pas de problème.
Une journée, une grosse journée, ouais. Grosse journée, c'est ce que je dis. Une journée sur Terre ou une journée sur la planète, là, dans Interstellar? Ouais, c'est ça plutôt, ouais. Donc voilà. Mais après, Solana n'est pas mort. Et effectivement, bon, j'espère que vous n'avez pas trop de Boden, là, parce que j'ai vu qu'après là, c'est le retrait, là, c'est fini. Donc, j'espère que vous n'êtes pas fait rect sur ce même coin. Et pour ceux qui se sont fait rect, mes condoléances. Ouais. Et donc, pour finir, parce qu'on faisait la comparaison, la question de CM, pardon pour cette tangente, c'est qu'est-ce qui est intéressant sur Solana et sur Chainlink. Solana, je pense qu'on vous avait fait une présentation du projet, les bons et les mauvais côtés. Chainlink, aujourd'hui, c'est les leaders sur leur segment qui sont les price feeds. Et c'est les leaders incontestés, ils ont gagné la guerre. Il y en a qui diront Pete, etc. Mais en vrai, à part quelques trucs sur Solana, tout le monde utilise Chainlink aujourd'hui et il n'y a plus de débat. Sur la partie price feed, il n'y a plus de débat, ils ont gagné la guerre et tant mieux pour eux. Et ça leur apporte pas mal de sous. Hein. Moi, j'ai appris à l'ETCC. Je suis pas sûr de chiffres, mais c'est une personne en qui j'ai confiance qui m'a dit le chiffre. Donc, que apparemment, Chainlink gagnerait plus de 100 millions de dollars de revenus. Ce qui me semble pas impossible, mais c'est beaucoup, quoi. Moi, quand je l'appelle du Chainlink, je peux te dire que ça coûte de l'argent. Hein, donc, ils doivent bien, si tout le monde s'en sert, ça doit faire des petits. Hein. Clairement. Souvent, quand tu fais des business comme ça, on dit souvent les petits ruisseaux font les grandes rivières, tu vois. Et en fait, comme c'est à chaque fois des micro-paiements, entre guillemets, enfin des micro-sommes que tu payes à chaque fois, mais qui sont récurrents, qui sont à chaque fois qu'il y a des actions, etc. Ça ne m'étonne pas effectivement qu'à la fin, ça puisse faire des gros montants. Après, j'ai pas l'information, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que en fait, ça va être la plus petite partie de leur business. Parce que là, ce qui sort et ce qui marche très bien, c'est CCIP, c'est le Cross-Chain Interoperability Protocol, où en fait, ça va devenir les acteurs principaux du bridge sur tout le monde. Et ils ont 2 clients. Donc, en fait, ils ont terminé tout le monde en 2 clients, puisque le premier client, il s'appelle Circle. Circle, c'est USDC. Aujourd'hui, quand vous faites des transferts USDC entre les blockchains, vous passez par Chainlink, la plupart du temps. Et le deuxième, c'est AV, avec le Go, où là, pour l'instant, on fait que entre le mainnet et Arbitrum, mais on va travailler avec eux sur toute la V4, donc toute la liquidité. Donc 50 milliards chez USDC et 20 milliards chez AV, c'est bonjour, merci, fin du game, quoi. Donc je pense qu'ils vont prendre et être incontestables sur la partie bridge. Quand tu regardes les valorisations des trucs de bridge, c'est plutôt pas mal. Et surtout, le revenu que ça génère, il est assez énorme. Puisque là, on parle de quelques BPS, c'est-à-dire de %, mais sur des volumes qui sont de milliards par jour. Donc, je pense que ça reste un produit qui est intéressant de Chainlink. Le token, j'en avais acheté, ça avait bien monté. Du coup, j'avais pris mes profits. Aujourd'hui, j'en ai quasiment plus. Il faudrait que je regarde. Tu l'as, le chart? Il faudrait voir si c'est intéressant ou pas. Oui. Je l'ai par là. Mais que ça reste un produit avec des fondamentaux extrêmement bons. La troisième partie, c'est les reward assets, où ils travaillent avec tout le monde et ils vont travailler sur la tokenisation, le price feed, sur pas mal de choses. Le chart, il est pas dégueulasse. Hein. Je sais pas. En fait, là, il est en train. Ça ressemble quand même à une tête épaule, là, tu vois. Ah ouais, bon. Il faudrait pas que faudrait que ça se réveille maintenant, quoi. Disons que tu as eu un long range là dans la première box où là c'était du caviar pour le coup avant l'extraction, mais je sais pas, en fait ce projet depuis le cycle précédent on a du mal à jauger d'un point de vue spéculatif si ça peut vraiment exploser et je sais pas. Il avait sous-performé par rapport à d'autres au cycle précédent, mais n'oublions pas qu'il avait déjà un cycle lui-même, où là, il avait ultra performé lors de son premier cycle, Chainlink. Et c'est un peu ce qui me aussi pas pose de souci, c'est un grand mot, mais tu vois, quand on parlait de Matic la dernière fois, Polygon, j'ai un peu la même sensation maintenant. C'est un truc qui va très certainement suivre on va dire, la moyenne de ce que vont faire les altcoins en cas de reprise haussière.
mais ça va pas forcément être le truc qui va venir te surperformer le marché. Bah, c'est Matic, moi je suis très vert. J'avais expliqué pourquoi. J'avais dit qu'ils avaient raté quand même la transition, qu'ils ont complètement, ils sont rentrés dans le mur pour le ZK EVM, qui est quand même une catastrophe industrielle. La blockchain n'est toujours pas là, elle n'est pas sortie, alors qu'ils l'avaient annoncé en grande pompe pendant la DevCon 5, qui était à pas à Cancun, pardon, à Bogota, donc c'était il y a plus d'1 an. Il y a presque 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça, ça fait 1 an et demi et bientôt 2 ans. Là, ils font leur transition le 4 septembre, si je ne dis pas de bêtises, entre le Matic et le Pol Token. Et je ne suis pas sûr que les tokenomics, on y gagne au change, pour être honnête. Je n'ai pas suivi tous les trucs, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le meilleur des trucs. Je suis pas... Et surtout, la guerre des... on va créer un écosystème de Layer 2 qui vont se construire sur notre technologie, les IK, etc., bah, elle est perdue aujourd'hui, puisque c'est Optimism avec son concept de super chaîne qui a pris le marché. Optimism, on vous le rappelle, c'est Base, donc qui est l'une des blockchains les plus performantes aujourd'hui. Et il y a d'autres gens qui sont sur Base. Là, j'ai un petit truc. La mode network aussi qui est sur la super chain. Tu as attends, excuse-moi, j'ai un blanc aussi. Mais j'étais à une conf où ils en parlaient, etc. Et c'était très intéressant de voir notamment au niveau de tout ce qui était fraud-proof, etc. Où il y avait quand même il y a de l'avancement et de l'attraction. Et en fait, ils sont vraiment, en tout cas, en train de performer dans cette dynamique de roll-up as a service, etc. Et je pense qu'ils ont le first move. Donc, c'est bien possible qu'effectivement, ils l'emportent sur ce marché. Assez intéressant, en tout cas, comme vous, de voir ça, parce que ça évite d'avoir à monter une blockchain de toutes pièces, quoi, hein. Il suffit de se brancher, etc. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Et surtout, Optimism, ils jouent le jeu. Là, ils font Superfest sur le réseau Base. Donc, AV en bénéficie, mais quasiment toute la défi là-bas en bénéficie, où ils vont soutenir directement les chaînes sœurs. Et ils ont un système de profit sharing, où Base rapporte énormément d'argent. Et donc, c'est Optimism et l'Optimism Foundation qui récupère une partie de ces profits-là. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant sur ce sujet. C'était une stratégie qui était mise en avant par Avalanche. Avalanche, ils voulaient faire plein de layer 1 avec la Syschain, etc. Ça n'a pas pris du tout. Mais Avalanche a réussi à maintenir un écosystème natif qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu. Moi, je trouve qu'Avalanche s'en sort pas si mal. Alors, c'est pas assez plus haut, mais ils arrivent à se maintenir une communauté et des applications natives. Là où Polygon, franchement, ils essayent de faire des trucs. Hein. Ils ont essayé les NFT, ça n'a pas marché. Ils ont essayé les meme coins, ça n'a pas marché. Et là, ils sont en train d'essayer les Real World Assets et c'est en train de pas marcher. Pour moi, c'est une grande déception parce que j'étais très, très fan de Polygon. Donc, Ouais, pareil. Et on en discutait sur les derniers lives. C'est aussi un bon rappel à tout le monde de voir que le cheval sur lequel on pariait au moment du bear market ou un peu avant peut parfois, 2 ans plus tard, ne plus être le champion ultime qu'on pensait, quoi. Il y a tellement en permanence de développement de teams qui parfois changent un peu de direction ou il y a tellement de paramètres à gérer que de 2 ans en 2 ans, c'est assez complexe d'arriver à naviguer. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne introduction pour ce que je voulais aborder, qui est tout à fait en rapport avec ça, avec ce sujet. Il y avait CGR, GCR, je ne sais jamais, un des top traders là, qui est considéré comme une légende et qui apparemment fait des God Call. Il en a fait quelques-uns par le passé. Il avait l'air de dire que sur ce cycle, ça serait justement, une fois de plus, les tokens qui parfois ne sont pas encore sortis ou qui n'ont pas performé, mais qui malgré tout attirent le public, qui seraient les top performers de ce cycle, et qu'on avait tous tendance, en tout cas ceux qui sont là depuis 1 cycle, 2 cycles, à regarder un peu trop vers le passé et vers les anciens tokens, justement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je pense qu'on a un biais, effectivement, quand on est là depuis un peu plus longtemps sur les choses. Après, on n'est pas à l'abri. Tu vois, tu parles de Matic, effectivement, c'est moins performant, etc. En bull market, on a quand même moins de... Enfin, les choses sont un peu irrationnelles. On n'est
jamais à l'abri d'une Cardano, d'une XRP dans l'absolu. Ça, c'est dans le sens où ça se réveille d'entre les morts. Ouais, ou ça se réveille juste parce que il y a un market cap qui est encore pas nul et que quand tu apparais dans les listes des exchanges centralisés, tu as encore du monde. Alors, sous réserve qu'on ait du retail, bien sûr, mais tu as encore, tu vois, tu es encore dans les 50 premiers, etc. Tu apparais encore bien. Donc ça peut jouer. Après, l'attrait de la nouveauté, c'est sûr que ça peut marcher. Et puis, le shitcoin qui fait x100, c'est aussi intéressant. Je me suis rendu compte que j'avais un shitcoin en portefeuille que j'avais acheté il y a 9 mois, que j'ai revendu il y a 2 mois, qui vient de faire un x10. Bon, alors bien sûr, je l'avais revendu, hein, mais le truc était mort. Je l'avais acheté sur un coup de tête. Et là, j'ai regardé hier, le truc a fait x10, alors que ce que j'ai acheté avec n'a pas fait x10 encore. Non, mais ça, c'est toujours, ça se passe toujours comme ça. Ah, oui. Au rang de ceux qui illustrent à peu près le propos, justement, Polkadot, Atom Cosmos, tous ces trucs qui fondamentalement sont loin d'être mauvais, ils sont plutôt bons même, mais d'un point de vue spéculatif, est-ce que ça va être le grand retour quand je vois mon bag, là où il était monté, Polkadot Kusama, le duo d'enfer au dernier cycle, et là où il est descendu, et peut-être, voilà, je me dis que j'arriverai à récupérer 50% de ce que j'avais à l'ATH du cycle précédent, mais j'ai vraiment du mal à me projeter sur tous ces tokens sur un nouvel ATH. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est un peu pessimiste à nouveau, mais... En fait, Polkadot, ils ont tout misé. Enfin, ils ont essayé de faire différemment, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire une EVM, ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée. Hein. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ça, mais c'était Moonbeam, qui n'était pas forcément une mauvaise idée. Ça, le truc marchait. Et surtout, ils avaient fait pas mal de publicité dessus, puisqu'ils avaient réussi à avoir Uniswap et Moonveil. Alors Moonveil, c'est un truc à VC, mais c'était un fork de Compound, mais avec des VC américains et géré par un mec qui était un ancien de Coinbase. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que je me trompe là-dessus, mais c'est dans le genre. Et donc, il y avait eu un début de hype dessus, mais ça tient pas derrière, quoi. Ça tient pas derrière parce que c'est pas. Enfin, moi, ce que je comprends pas sur Polkadot, c'est qu'ils dépensent 86 millions de dollars à faire des jets privés et à acheter des Formule 1, alors que s'ils avaient mis la moitié en incentive sur des protocoles défis un peu sérieux, aujourd'hui, ils auraient 10 milliards de TVM minimum, quoi. Et je comprends pas leur priorité. Il y a des choses à faire dans la vie, Marc. C'est jet privé, jacuzzi et fille facile ou DeFi, quoi. C'est le choix. Il est vite vu. Mais très clairement, après l'histoire des 86 millions, alors moi, je leur jette la pierre, mais c'est beaucoup. Les gars, il y a pire. En vrai, il y a pire, vous vous rendez pas compte. Hein. Mais moi, j'étais au Avalanche Summit à Barcelone, ça a coûté de l'argent. Hein. C'est vraiment. J'étais à tous les Solana Breakpoint, alors pas tous, mais je suis allé à plusieurs Solana Breakpoint. Je me souviens de celui de Lisbonne, on mangeait des sushis avec du caviar dessus. Moi je dis pas que ouais, c'était payé par SBF, enfin c'était payé par les gens qui avaient de l'argent sur FTX, mais, enfin j'ai vu des trucs, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font pas vraiment partie du circuit des conférences, et encore moi je suis dans les conférences techniques. Quand je vais dans les conférences, c'est la CC, c'est la DevCon, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'abus. Mais de temps en temps, je suis allé à Dubaï pour Token 2049, je suis allé à Solana Breakpoint, ce genre de truc. C'est un autre monde. Hein. Moi, quand on me dit 86 millions, ça me choque pas. Hein. Ça me choque, mais ça me choque, mais ça me surprend pas. Voilà ce que je voulais dire. Après, franchement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce cycle, est-ce que le bull run qui arrive sera aussi débile que tous les bull runs qui ont eu lieu précédemment, hein. Si c'est le cas, en vrai, on disserte pour pas grand-chose parce que tout va fois 2, 5, 10 et d'autres 100. Et en vrai, même des tokens qu'on croit morts et qui ont des charts vraiment dégueux, au final, vont se payer une deuxième beauté avant de
de crever définitivement pour 90% d'entre eux minimum, quoi. En tout cas, tu vois, par rapport à ce que tu... Pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Si on croit que c'est un cycle sans retail, ou alors que les retails sont vraiment concentrés sur des mêmes coins bien pourraves, est-ce que cette demande pour token de merde et token zombie, elle existe encore aujourd'hui? Moi, c'est la vraie question que je me pose, c'est qui va acheter ces merdes? En fait, l'acheteur moyen de Cardano, il n'est plus là. Où est-ce qu'il... Mais en fait, il y a deux possibilités. Soit tu as raison, effectivement, et alors à ce moment-là, on va avoir un bull run qui va être BTC Ether au mieux, tu vois, et Solana, et un deux coins, tu vois. Et ça, c'est possible, vraiment. Ou au final, on a peu de retail, etc. Mais au final, les gars de la TradFi, ils sont aussi des jeunes que les autres et ils veulent se voler l'argent les uns les autres et ils commencent à pumper des trucs, machin, et puis ils y vont quand même et ils s'enfilent entre cousins en tranquillité sur les tokens, comme à l'habitude, j'ai envie de dire. Les deux sont possibles. Parce qu'ils sont quand même des gènes dans la TradFi aussi, d'une certaine façon. Ouais, mais pas dans les ETF. Les ETF, ah non, pas les ETF, non. Donc, si on est vraiment sur un cycle institution et qu'il n'y a que les ETF qui captent, désolé, c'est Bitcoin, Ether, et éventuellement dans un an ou deux Solana. Enfin, moi, je ne vois pas un ETF Solana dans l'année. Ça me semble de la science-fiction, pour être honnête. Ouais. Et vu l'état de décentralisation de la blockchain, ça me semble compliqué. Après, l'année prochaine, si on a un Trump président, on peut avoir des surprises. On peut avoir un changement de paradigme complet où tu as n'importe quel... tu as des PP coin ETF, si tu veux, quoi. Avec un Trump président, on peut pas prédire le truc. Mais dans l'état actuel, je suis pas persuadé. Pour moi, c'est un cycle qui va être poussé par Bitcoin, Ethereum. Merci, au revoir. Le reste, ça sous-performera. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, si là, on va déprimer quand même un petit peu, surtout dans le chat. On aimerait bien quand même. Allez, est-ce qu'on peut être dire on pousse un peu, on a quand même un Bitcoin, Ethereum et puis projet sérieux, tu vois, qui pump un peu, quoi. Ou vraiment même ça, c'est delay de 4 ans, quoi. Moi, je pense que c'est delay. C'est-à-dire que il y aura des. Tu vois, aujourd'hui, les 3 tokens qui performent le mieux en termes de revenus. Et c'était Panclès qui publiait là-dessus. C'est Lido, parce que forcément, STET, c'est le meilleur performeur de Liquid Staking Token. Moi, je rajouterais un 4e, mais c'est vrai qu'il est trop jeune, il est pas assez dilué, donc c'est peut-être compliqué de l'acheter maintenant. C'est Etherfi, parce que Etherfi, ils sont en train de gagner en domination et c'est énorme. Le 3e, c'est MakerDAO. MakerDAO, ils impriment de la thune et ils continuent de le faire. Et je pense que ils ont bien réussi à évoluer. Et surtout, ils font ce qu'on appelle le endgame. Donc, ça va performer. Et le dernier, c'est AV. C'est les 4 aujourd'hui qui ont les meilleurs fondamentaux. Mais c'est 4 qui sous-performent n'importe quel shitcoin pour l'instant. Donc, on n'est pas sur des trucs qui sont mauvais. Mais ça reste pas incroyable. Par rapport au reste, c'est parce que les acheteurs de ces actifs à fondamentaux et actifs à revenus, pour l'instant, ils ne sont pas présents sur le marché. C'est-à-dire que les institutions pures et dures qui seraient capables d'acheter ce genre de produits, ils sont contents aujourd'hui à acheter du Bitcoin et ils seront contents à acheter de l'Ether. Donc peut-être que dans le cycle suivant, ils chercheront à se diversifier. Et les retail, s'ils ont 200 balles, ils veulent se faire 1 million. Et c'est pas avec un maker token que tu vas faire 1 million, quoi. C'est comme ça. Aujourd'hui, les actifs mûrs, ils vont pas faire 1 fois 1000. Donc on est dans cet entre-deux, et pour moi, ça va durer. Je vous rajouterai quand même Link dans l'équation, parce qu'il génère du vrai cash. Mais voilà, si vous cherchez des fondamentaux, c'est les 5 tokens, il n'y en a pas d'autres. Aujourd'hui, je suis incapable de vous donner un autre token qui a des vrais fondamentaux puissants. Si, DYDX. Ouais, mais on a quand même des gens qui sont, et ils sont pas seuls, je vois Benoît dans le chat qui nous dit la DeFi, c'est fini. Peut-être à court terme, en tout cas c'est moins sexy, il y a plus d'incertitudes au niveau de la régulation, etc. Donc peut-être qu'effectivement... en termes de progression, on revient quasiment au plus haut, en termes de TVL. En termes de TVL, mais je pense qu'il parle en termes de prix, à mon avis. Le prix des tokens, ouais. Le prix des tokens, pour l'instant, on n'a pas de défi renaissance. Le prix des tokens,
Maker, ils ont quand même fait une belle progression. Regarde, ils sont proches de leur all-time high. Ouais, Maker, ils ont fait. Je me rappelle qu'on pouvait en acheter à 500 balles pendant le bear market et que là, on est presque aux alentours de 3000. Hein, ouais, donc franchement, c'est pas mal pour eux. Hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc il y a des gens qui ont trouvé un peu la voie d'acheter celui-là. Les autres, pour l'instant, non. Le Lido, il a beaucoup souffert de sa dilution. Il y a eu énormément de dilution, mais maintenant, elle est quasiment finie. Donc, quasiment tout le supply est distribué. Tu peux remettre le chart, s'il te plaît, CM. Moi, je pense que Lido, récemment, ce qui leur avait porté un peu peine, c'était quand il y avait eu l'attaque de la SEC, la conjointe à MetaMask et tout. Il y avait Lido qui était cité là-dedans. Ça les a fait revenir à 1,40 $. Mais ouais, c'est clair que pour quiconque voulait spéculer, 1,40 $, c'était peut-être le moment ou jamais de. Voilà. Moi, je pense que ça commence à être intéressant. Comment? Je dis ton chart, on dirait un W géant en weekly. Ouais, après, si tu veux, c'est un actif qui, quand même, là, sur la reprise du bull run, a fait son amplitude, mais n'a pas surperformé. Et pourtant, c'est un des trucs que je regardais. Je regardais IMX aussi, Immutable X, qui me plaisait plutôt pas mal. Mais je sais pas. J'en reviens toujours à la fin, à la conclusion qu'a faite Marc tout à l'heure, que d'avoir du Bitcoin et de l'Ether, tu te casses 1000 fois moins la tête et tu es plus ou moins dans les clous de ce que font le reste, quoi. Voire même le reste sous-performe. Ouais, non, mais ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que, surtout que l'Ether, tu peux le staker. Donc, tu prends la performance de l'Ether plus 4%, quoi. Enfin, 3 ou 4%, avec un risque qui est hyper limité. Aujourd'hui, tu achètes du EtherFi, enfin, du WETH, tu vas avoir une performance entre 3 et 3,5% sans rien faire avec. Si tu veux une couche de risque inférieure et que tu t'en fous d'avoir les tokens et les airdrops, tu prends du Lido, STL, tu vas avoir 2,83% payé en Ether. En vrai, pour quelqu'un qui n'a pas envie de passer toute la journée dans les cryptos, fais ça et puis reviens dans 5 ans. Hein. Ça se passera bien quand même. Hein. Je suis tout à fait tranquille pour quelqu'un qui achète juste du Bitcoin et un liquid staking token sur Ethereum. S'il fait un 50-50, un 70-30, dans l'ordre qu'il veut, il surperformera la plupart des traders actifs. Hein. Moi, j'en suis persuadé de ça. Ouais, de toute façon, on le voit, que ceux qui font beaucoup de trading, soit il y a quelques personnes qui sont vraiment calées là-dedans et qui vont s'en sortir en mode qui vont en faire un métier et devenir des professionnels du trading, mais ça représente l'exception qui confirme la règle, j'ai envie de dire, quand c'est des particuliers qui se lancent, alors que ceux qui ont perdu leur bague et qui ont hold, alors quand on parle de hold, bien entendu, c'est en principal Bitcoin. Et maintenant, on peut le voir au travers du temps, Ether qui a montré une certaine résilience. Mais rien que, voilà, parlons de Bitcoin parce qu'on a 15 ans d'historique et ça n'est pas rien. La plupart qui ont bien performé au travers du temps, c'est ceux qui ont oublié qu'ils avaient un wallet dans un coin, qui se réveillent 10 ans plus tard et qui sont très contents de le reconnecter sur un échangeur ou tout court, tu vois. D'ailleurs, on en voit de temps en temps sur Twitter... c'est réveillé au bout de 12 ans, c'est réveillé au bout de 9 ans. Il y en a eu un beau qui s'est réveillé au bout de 9 ans aujourd'hui. Quand on y pense. Ouais, je suis assez d'accord. Et après, il y a un truc, Sacha qui nous dit dans le chat que selon lui, il ne faut pas chercher plus loin, mais que ce qui risque de pumper pendant ce bull run, c'est ce qui a pumpé Q1 2024. Vous en pensez quoi? Parce que je suis pas loin des fois de penser ça, de me dire qu'on a eu une sorte de répétition générale, un peu comme en 2019, et que au final, sont déjà dans les starting blocks les narratifs qu'on a pu voir, et peut-être que ça pourrait continuer genre sur ces mêmes narratifs, quoi. C'est-à-dire RWA, IA token, Memcoin. C'est vraiment de la merde. Enfin, je suis désolé. Hein, moi, ça me déjà, Real World Asset, les amis, on vous le vend. Déjà, on vous l'a vendu parce que c'était le bear market et du coup, 5%, c'était sexy comme rendement. Aujourd'hui, 5% sur de la blockchain, c'est de la merde. Enfin, il n'y a pas d'autres mots de la dire. Il n'y a pas d'autres mots pour l'exprimer. Je vais faire mon Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde. Alors, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas Jean-Pierre Coff. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas la ref, mais c'était une personnalité de la télé de mon enfance. Mais
Voilà, en bear market, c'était attractif. Aujourd'hui, ça sous-performe tout. Et surtout, les 5% que tu avais avec quasiment pas de risque en reward asset, c'était le plus haut possible. C'est-à-dire que les économies mondiales vont s'écrouler s'ils continuent de payer 5% sur la dette. Le fiat, ça ne fonctionne pas à 5% d'emprunt. Donc, ça va forcément redescendre et va y avoir un pivot plutôt qu'on le croit. Je pense que là, il traîne des pieds parce qu'il y a les élections, parce que tout un tas de choses, etc. Et que pour l'instant, les États-Unis s'en sortent mieux que le reste du monde. Mais regardez les économies européennes. On est en train de parler sur les réseaux sociaux, alors c'est pas tout à fait vrai, mais que de mettre la France sous tutelle du FMI comme si c'était un État du tiers-monde. En même temps, vu les finances publiques françaises, c'est pas loin d'être justifié. Et il y a beaucoup de choses en Europe de l'Ouest où les économies, elles sont sur les genoux. Donc les États ne sont pas capables de vivre autrement qu'en déficit. Mais si tu vis perpétuellement en déficit, il ne faut pas que ta dette, elle coûte une fortune. Et aujourd'hui, avec de la dette Enfin, là, j'ai regardé, parce que sur Revolut, ils ont les marchés obligations. Il y avait de la dette souveraine française à 6%. Putain, 6%, les amis, tu sais ce que c'est. Ouais. Enfin, vu la taille d'un État et vu la taille de notre déficit, parce que Bruno Le Maire, peut-être qu'il est parti en Suisse, mais rien que ça devrait, c'est parlant pour lui-même, tu vois. Ouais, non, mais franchement, on n'aborde pas la politique, mais vous savez très bien ce que je pense de Bruno. Donc, voilà. C'est pas rassurant, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Sans autre jugement. Clairement, c'est pas rassurant. Donc, ça me semble aberrant qu'il laisse le coût de la dette aussi haut pendant très longtemps. Et forcément, si les taux d'intérêt directeurs descendent, le coût d'emprunter pour les États va descendre. Et donc, le rendement des reward assets va descendre également parce que toutes ces choses sont liées. Et donc, déjà que 5%, c'est pas très sexy actuellement. 3%, ça sera encore moins. 2,5%, ça sera encore moins. Et je vous rappelle qu'avant le Covid, on était en négatif en Europe et très proche de zéro aux États-Unis. Et ça, c'est le vrai rendement du risk-free. Parce qu'il n'y a pas d'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc, tout ce marché des reward assets, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, ce sera un marché important plus tard. Mais sur ce cycle-là, il ne sert à rien. C'est de la perte de temps. Et c'est pour ça que nous, chez AV, on ne focus pas là-dessus pour l'instant. Ça reste un marché qui est intéressant pour nous pour plus tard. On l'intégrera au sein du stablecoin Go, tout comme MakerDAO le fait. Mais sur le marché lending pur, c'est sans intérêt à nos yeux. En tout cas, tu vois, par rapport au chart, là, Manu... Les gens disent dans le chat, pardon, je réagis pour clôturer le truc, Realty, l'immobilier, c'est différent. Là, on parle de reward asset avec des obligations et de la dette souveraine en collatéral, ce qui est aujourd'hui le produit phare et commercial paper. Realty, c'est différent. Je suis très fan de Realty et c'est une situation qui est complètement différente. Donc, c'est pas la même analyse. Pardon, vas-y, c'est... Ouais, par rapport au chart des alts, effectivement, on peut se dire qu'on est dans la préparation qu'on avait vue au printemps 2019 et ensuite on avait eu pas mal de temps où d'ailleurs, après le premier rallye printanier, on avait passé beaucoup de temps à corriger à nouveau pour les altcoins. Donc là, je pense qu'on est dans une situation un peu plus favorable. Et d'ailleurs, quand on avait mesuré la dernière fois par rapport au point bas, on avait quand même repris 180%. Donc, ça n'est pas rien. Ça n'a pas si mal performé. On a la majorité des alts qui a plus ou moins suivi la performance de Bitcoin. C'est un peu ce qu'a fait Ether d'ailleurs. À ceci près que petit à petit, on voit que l'amplitude au dernier cycle, elle a été complètement monstre ici, au niveau du MACD 2021. Et là, on a le début de quelque chose, mais voilà, le quelque chose, si jamais il aboutit comme ça a abouti au cycle précédent, c'est aller viser dans un premier temps l'ATH qui se trouve à 1700 milliards. Et ensuite, on a une extension de Fibo autour de 4000 pour les altcoins, incluant Ether. Ce qui ferait que si Bitcoin rajoute à lui seul 2-3 000 milliards, on avait dit la dernière fois, au moins 2000 pour arriver à 100 000 $. Je crois que c'était 2200 milliards pour Bitcoin à 100 000. Ça nous ferait un market cap total à 6 000 à peu près, si les alts viennent chercher 4 000 en tout et pour tout. Et finalement, je me dis que si on reste sur cet état de fait, on risque d'avoir une dominance qui peut-être baissera moins
que ce qu'elle l'a fait sur les 2 cycles précédents. Assez d'accord avec toi. Je pense qu'entre 6 000 milliards et 10 000 milliards, c'est une target qui me semble acceptable. On est à la moitié du chemin. Y a... Je sais que ça peut choquer certains parce que ils se trouvent très pessimistes, mais ça me semble normal sur un cycle comme le nôtre, comme target à atteindre avec des institutions qui viennent. Et surtout, c'est des targets qu'on peut atteindre avec zéro retail. Ça, c'est un truc que les gens doivent comprendre. C'est que on peut arriver à ça avec juste des inflows ETF, avec des échangeurs qui sont vides, avec un volume qui est en berne parce que le volume est en train de se transformer de plus en plus sur les ordres OTC, où c'est plus du tout, ça se traite plus sur les échangeurs. C'est pas des acteurs qui vont avoir un compte Binance et placer des ordres en mode YOLO sur le carnet d'ordre, quoi. Donc toutes ces choses-là peuvent se faire de manière invisible. Et on va monter tranquillement sur ces targets-là avec les gens qui s'en foutent complètement des cryptos. Ouais, mais ça, c'est ce qui avait marqué dans le tweet, là, justement, que tu parlais en début d'émission CM, où le gars disait, au final, ça se trouve, Bitcoin va atteindre, je sais pas, je crois qu'il disait 250 000 dans l'indifférence générale, où tout le monde se dira, ah ouais, bon, bah, Bitcoin, ça vaut 250 000, bon, de toute façon, ça ne m'intéresse pas vraiment. De toute façon, j'ai raté. De la même façon qu'il y a des actions qui pompent des fois et que tu dis, bon, je m'en fous, hein, bon, Tesla, il a 1400, 3000, c'est kiff, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est un très bon exemple que dit Mani. Parlez à vos amis qui sont ni dans la finance ni dans les cryptos, ce qu'ils pensent de Tesla, ce qu'ils pensent de Nvidia, ce qu'ils pensent de Coinbase dans sa performance, peut-être. Enfin, d'actions qui ont fait des performances qui sont incroyables financièrement. Ils en penseront rien. Ils n'auront aucun avis. Et même 90% des gens avec qui vous allez parler de Tesla, ils vont dire oh, les voitures électriques, moi, j'y crois pas trop, hein, tu sais. ils vont vous parler de manière un peu condescendante, alors que d'un point de vue des marchés financiers traditionnels, ça a été l'une des plus belles opportunités de la décennie. Même chose pour Nvidia, où ils disent oui, bon, c'est des mineurs de Bitcoin, hein. Alors, 90% des gens avec qui vous parlez, qui ne sont pas dans la crypto, pensent qu'il y a encore des gens qui minent avec des GPU, avec des cartes graphiques, les bitcoins. On en est là sur le. Mais c'est pas. Il ne faut pas être condescendant, c'est juste que ça ne les intéresse pas, en fait. La finance ne les intéresse pas en général, l'épargne ne les intéresse pas, la crypto ne les intéresse pas. Et du coup, ça en touche une sans faire bouger l'autre, qu'il y a des gens qui ont fait des fois ça encore. Ah, moi, mais ça, je te rejoins. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact quand on entend parler à la télé de l'augmentation du SMIC à 1 600 €, etc. Ça passionne beaucoup plus, je pense, les gens, entre guillemets, que la montée du Bitcoin qui fait x2 en l'espace de quelques mois, quoi. Bah, le grand test, ce sera Bitcoin à 100 000 $. Si Bitcoin à 100 000 $, on a dû sous-estimer le traumatisme de tous ceux qui se sont fait sortir par Terra et FTX. Et que les retail, on en a perdu des millions, des dizaines de millions avec tout ça, là. Et les NFT. Les NFT, moi j'ai parlé, je ne suis pas encore complètement coupé du monde et j'ai des cercles d'amis qui sont complètement extérieurs à la crypto, complètement extérieurs à la finance. Et la manière dont ils parlent des NFT, c'est affligeant. Et c'est la majorité, en fait. C'est la majorité des gens. Et pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais en fait, les gars, ils sont restés là. Crypto égale NFT égale scam. Crypto égale FTX, Terra Luna, SBF égale scam. Et ils ne sont pas retournés dessus. Et surtout, ils ont tous quelqu'un dans leur entourage qui a perdu de l'argent dans l'histoire. Et du coup, ils se disent, bon, bah, en fait, c'est une arnaque. Mais ça ne m'étonne pas, en vrai, parce que moi, je me rappelle quand je suis rentré en crypto, j'en ai parlé avec un pote à l'époque, au tout début, la première fois que j'ai acheté la crypto. Et lui, il était là au cycle précédent, donc de 2017. Et il m'avait dit, ah non, mais moi, j'ai perdu 5000 balles, la crypto, plus jamais, quoi. Et on était début 2019. Et donc, au final, tu vois, il m'a dit, plus jamais je mets un centime, alors qu'en fait, on était à 1 an et demi, 2 ans, d'une dinguerie, quoi. Mais pour lui, c'était clair, c'était rangé dans le placard et c'était je n'y reviendrai jamais, point, quoi. Merci, au revoir. Il y a Wayne qui nous demande la moyenne de votre entourage à plus valu ou perdu. Je pense qu'il veut dire est-ce que les gens ont en moyenne plutôt gagné ou perdu dans votre entourage.
je suis pas sûr d'être représentatif parce que moi j'ai commencé dans la crypto très très tôt. Donc en fait tous ceux qui m'ont écouté ils ont bien mangé pour être honnête. Et généralement ceux qui m'ont pas écouté ils évitent le sujet maintenant. Donc, je suis pas sûr d'être. Ils disent ah ouais la crypto ouais je me souviens tu m'en avais parlé bon on va changer de sujet. Hein. Moi je suis un peu plus jeune que toi dans le milieu donc je dirais en fait pas mal de ceux qui étaient un peu dans l'écosystème qui sont vraiment on va dire investis. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont perdu de l'oseille au bout du compte. Ça se reflétait aussi dans le sondage que tu avais fait, CM, la dernière fois sur Twitter. Par contre, dans les amis proches qui ont regardé ça d'un œil, mais qui avaient tout de suite des targets beaucoup plus long terme, parce qu'après, tu vois, leur avoir expliqué un peu Bitcoin, etc., ils étaient direct partis plus dans le délire de « Ah ouais, mais ça, c'est un truc, bon, si ça marche, ce sera pour mes gosses, quoi. » Et donc, la plupart, en fait, ils ont fait des plus-values par rapport à quand ils ont acheté ça à 4-5 000. Ils sont montés haut. Et puis, au bout du compte, ils ont laissé le truc redescendre. Et puis, au plus bas, ils étaient quand même encore à x3, x4. Donc, ils ont dit, bon, de toute façon, je laisse couler. Et donc, ceux-là, pour ne pas s'être intéressés à la chose, au final, sont quand même bien gagnants aujourd'hui. Mais c'est vraiment par désintérêt et plus vraiment des gens qui ont fait un petit peu de, comment dire, la plupart, c'est des gars qui ont pris, je sais pas, qui avaient 10 000 balles en assurance vie, qui ont pris 200 € en intérêt dans l'année, qui ont pété un câble en disant mais c'est quoi ce rendement merdique et qu'on dit vas-y, je vais acheter du Bitcoin à la place. Tant qu'il n'y a pas gagné d'argent, autant tout perdre presque, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc voilà, on n'est pas représentatif, on aimerait bien avoir votre vision à vous, si vous êtes plus récent dans la crypto. Parce que voilà, nos entourages et notre expérience n'est pas forcément représentatif de gens qui sont là, par exemple, depuis 2022, 2023, et il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont pas encore à leur all-time high, enfin dans le sens où ils n'ont pas encore surperformé le marché, ils n'ont pas fait un grand cycle comme certains ont pu le connaître. De toute façon, rien n'est garanti, hein, parce qu'il y en a qui étaient là au bon moment et qui sont toujours aussi pauvres, qui ont tout perdu plusieurs fois, qui ont tout perdu, qui se sont refaits, qui ont tout perdu, qui se sont refaits et qui ont tout perdu. Ça aussi, on les connaît. Ils se reconnaîtront, on les salue. Et ça, c'est malheureusement, les marchés financiers sont injustes. Donc, avoir vos feedbacks là-dessus, c'est plutôt intéressant sur le fait de quand vous êtes rentré, mais surtout sur votre entourage de gens qui sont un petit peu moins dans la crypto que vous. En tout cas, c'est vraiment une histoire effectivement on va dire de temps depuis lequel vous êtes sur le marché. Et si vous êtes là depuis, on va dire 2017-2018 et qu'à aujourd'hui, vous n'avez généré aucun profit sur le marché crypto, c'est que peut-être au niveau de votre manière de fonctionner, il y a un petit souci quelque part. Et après, on a tous besoin d'apprendre, hein, c'est pas une critique. Mais voilà, pour ceux qui sont rentrés, par exemple, début 2024, qui ont vu leur wallet faire x3 et qui aujourd'hui sont revenus à 30% de perf positive ou à 0, de gains ou de pertes, ça peut s'entendre, puisqu'il n'y a pas encore le recul nécessaire à la prise de profit, à la prise de décision rapide. Et c'est vrai que c'est assez complexe. Mais normalement, au travers du temps, moi, de ce que j'ai pu observer, que ça soit autour de CM ou dans mon entourage proche, même des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose en crypto en 2021 au moment du bull run, il y en avait pas mal qui ont sorti des x5 à x10 en ayant investi sur un peu tout et n'importe quoi. C'était très largement atteignable au moment où tout était en train de s'envoler dans des proportions monstres. C'est pour ça aussi que sur ce cycle de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on disait que voilà, si ça faisait un x5 à x10 depuis le point bas pour les alts, ça pourrait déjà être largement pas mal, mais je pense que ça sera à peu près la performance à viser sur ce cycle. Hein. Quand on voit que la plupart des alts sur la remontada de 2024, depuis l'automne 2023 plutôt pour être précis, ont pris en moyenne à peu près x3. Si on arrive à rentrer entre un x5 et un x10, pour moi, le bull run... il sera très largement fait, quoi. Je me fais pas illusion à me dire que ça va être un bull run à x50 ou des trucs comme ça. On n'est plus du tout
dans ce type de configuration, à part effectivement pour des meme coins ou des projets qui ne sont pas sortis et qui pourraient trouver plus de succès. Mais pour des trucs qui existent déjà, le x50, bien heureux sera celui qui le trouvera. Oui, puis on n'est plus dans la phase d'early adopters, il faut être clair. Il y a, cette phase est terminée, comme dit Marc, ça fait 15 ans que la crypto, ça existe, etc. Il y a eu le temps de rentrer et d'en entendre parler. Et aujourd'hui, forcément, les multiplicateurs sont un peu plus faibles, sauf artefact, j'ai envie de dire, qui peut arriver sur tel ou tel token, etc. Mais dans l'absolu, il faut revoir peut-être ces exigences un peu à la baisse. L'important, je pense qu'aussi ceux qui ont fait de l'argent et ceux qui n'ont pas fait de l'argent, à mon avis, il y a aussi le mindset et l'expérience d'investisseur, chose qu'on n'a pas forcément quand on commence, surtout par la crypto. Mais ceux qui ont un peu plus de bouteilles, au final, sont peut-être plus à même de faire un peu d'argent sur les cryptos, parce qu'ils sont déjà pas habitués à faire des multiples, mais plutôt des pourcentages. Et qu'au bout du compte, quand ils ont une belle perf, s'ils savent vendre, au final, ils gagnent de l'argent. Des choses qui est vraiment beaucoup plus difficile à faire quand tu débarques d'un peu nulle part, que tu sais pas trop et que tu te dis le fameux mème, tu sais, où tu te dis j'ai fait 200%, mais ça peut faire x10 encore, tu vois. Il y en a, je sais, qui se disent pas ça peut faire x10, qui se disent j'ai fait 200-300%. Que demander de mieux, merci, au revoir. Mais d'ailleurs, souviens-toi, à chaque fois qu'on a sorti le mème là, du mec chauve qui sort de scène en mode j'ai fait plus 30%, mais je vais peut-être faire x10 derrière. Et les 2 fois que je l'ai sorti la dernière fois, ce truc, derrière, on a craché. Donc, à partir du moment où votre portefeuille, en trop peu de temps, prend trop en valeur, c'est qu'il va avoir une couille quelque part et ça loupe pas en général. Et c'est ce fameux moment où vous êtes tenté de montrer à vos potes ou à votre entourage, regarde combien j'ai, regarde le pourcentage, regarde ci, regarde là. Là, à partir du moment où vous commencez à arriver à ce stade-là, ça doit être un auto-warning. En général, c'est pas bon signe. C'est que même pour vous, vous estimez que vous avez gagné trop vite, quoi. Ouais, c'est clair. Quand tu commences à envoyer des snapshots de ton wallet en disant oh, regarde, c'est incroyable. Là, déjà, commencez-vous à poser des questions. Et ça, ça fait partie de la nature humaine. On est tous capables de ça, moi y compris, alors que je ne suis pas vraiment dans le genre flambeur, mais ça m'arrive dans les phases très haussières où il y a beaucoup de performance de te dire oh là là, c'est trop bien, putain, en ce moment, ça marche bien et tout. Et j'ai appris au fil du temps, parce que cette phase d'hubris, elle est humaine. J'ai appris au fil du temps à m'auto-détecter et dire c'est bizarre. Bon, on va prendre un petit peu de stablecoin. Alors, je sais que mon cerveau et tous mes sens sont en train de dire t'inquiète, ça va faire x10. Et on va pas écouter son corps, on va pas écouter son cerveau et on va prendre un petit peu de stablecoin et on verra bien. Au pire, je gagne moins. Au mieux, je rachèterai moins cher. Et maintenant, j'ai appris à le faire. Ça a été très, très dur. J'ai mis 2 cycles entiers à savoir le faire et à savoir détecter ce moment où je me crois un petit peu trop intelligent. Peut-être qu'il va falloir se remettre en question et rapidement. Et c'est un vrai travail psychologique sur soi-même de savoir se regarder, en fait, reculer la caméra et se regarder un petit peu en vue à la 3e personne et dire mec, t'es sûr là? Je te trouve un petit peu. Il est temps de se calmer. Et d'ailleurs, je fais une petite spéciale dédicace à tous les gens qui, la dernière fois qu'ils ont cherché des photos de leurs copines, de leur mère ou de leurs enfants et qui sont remontés dans le temps, dans leur téléphone et qui sont retombés sur les fameux snapshots de l'époque pour envoyer aux copains, aux frères ou au père ou à la famille, etc. Je vous souhaite que ça arrive. Ouais, mais c'est vrai que c'est un bon signal, ça, je trouve, en plus de l'euphorie sur les réseaux, l'arrogance des nouveaux qui disent que ça va faire encore x20 alors que ça vient de faire un x10. Enfin, il y a tout un ensemble, un petit packaging de cases à cocher qui, en général, démontre que si ça ne se fait pas immédiatement, le dump, c'est à un horizon de temps de 15 jours, 1 mois grand maximum. On n'est vraiment plus très loin quand on atteint ce type de stade. Et on l'a vu là encore une fois au printemps 2024. C'est pas parce qu'on pense et on estime que le marché crypto
est en bull run, qu'il peut aller plus haut, et que le cycle, et que patati, et que patata, qu'on ne peut pas se prendre un moins 20, moins 30, moins 50 dans les dents. Je veux dire, ça arrive. Hein. Donc, on essaie tout le temps de s'auto-convaincre par X ou Y raison. Là, c'était BlackRock. Ce coup-ci, les institutionnels vont nous sauver, ça dumpera plus jamais. C'était exactement un peu la même musique la dernière fois, que cette fois sera différent. Mais on voit que finalement, la psychologie humaine restant telle qu'elle l'est, il n'y a pas grande avancée dès lors qu'on entame des phases d'euphorie. Bah, ça se termine toujours un peu dans les larmes et dans l'épuration des wallets. C'est ce qui d'ailleurs nous conduit, quand on est un peu trop euphorique et qu'on a tendance à se prendre un peu pour le maître du monde, à nous remettre à notre place, puisque c'est le marché à la fin qui a toujours raison. Et c'est pour ça que les gens qui sont arrogants sur les réseaux sociaux ou tout le temps en train de se comparer, de montrer leur performance, leur ci, leur mi, au bout d'un moment, c'est le marché derrière qui tranche. Et quand le marché il vient et qu'il reprend tout ce qu'il a donné pendant des mois et que sur le marché crypto, il nous le reprend en 1 semaine, 10 jours, grand maximum, on n'a même pas le temps de se retourner, on est seul face à son ordinateur et c'est seul face à soi-même. Je veux dire... T'es seul face à ton snapshot. Ouais. Non, mais... Et seul face à ton wallet qui imprime un moins 70. La semaine d'après, tu sais, il y a ton pote qui revient te voir, qui te dit alors comment il va ton wallet cette semaine, et là, tu n'as plus grand-chose à lui montrer. Là. Ouais, tu changes le sujet. Ouais. Mais ça, vraiment, ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas seul. C'est genre 100% des gens. Et des gens avec de l'expérience, des gens avec moins d'expérience, des gens qui ont une éducation financière, des gens qui n'ont pas d'éducation financière. C'est pareil pour absolument tout le monde. La seule chose que l'expérience va vous donner, c'est cette capacité et ce travail psychologique sur vous-même, d'avoir peut-être la chance de se dire, de s'auto-détecter et de dire peut-être que il est temps que je réagisse là-dessus. Mais c'est hyper dur. Moi, j'ai mis 2 cycles entiers à y arriver et certains n'y arriveront jamais. Certains y arrivent beaucoup plus vite que moi et ont cette intelligence de le faire et de s'adapter très vite. On vous le souhaite de toute façon. Mais dans tous les cas, vous lamentez pas sur vous-même parce que ça vous est arrivé. Parce que je ne connais pas de gens à qui ça n'est pas arrivé. Mais tu crois pas qu'on devrait pas faire un petit pacte là, un petit pacte, je veux dire là, on a les 500 d'habitude, on sait que vous êtes là toutes les semaines quasiment, etc. De faire un petit pacte de début d'émission où on se sonde, tu vois, mutuellement, nous, le public, etc. pour voir où est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'on est tous bullish? Est-ce qu'on fait des screenshots? Est-ce qu'on retrouve des signes comme ça, un petit sondage, et puis comme ça, on se détecte. Bah, moi, le sondage, je l'ai en permanence sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Twitter. Ouais, c'est le truc là-dessus. Quand il y a les gens sur Twitter qui me disent Ave, t'es mort, etc., regarde ce truc va te tuer, etc., généralement, c'est pas bon signe pour ce qu'on vient de vendre. Après, ça marche dans les deux sens, hein, forcément, donc il faut faire attention là-dessus. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça te fait sortir le pire et t'apprends à détecter ça et t'en servir aussi. L'euphorie de Twitter où tout le monde dit Bitcoin à 100 000 $ demain parce qu'on a fait plus 5% dans la journée, c'est des signes qu'on apprend à détecter au fur et à mesure du temps. Il y avait le message de la jauge qui était très intéressant, notamment sur la dernière partie. Il disait à la fin que les seuls en positif sont ceux qui ont investi uniquement dans les fondamentaux et hold à fond sans check leur wallet chaque seconde. Et ça, c'est tout à fait vrai parce que au plus vous allez être proche de vos sous en crypto, au plus ça va vous rendre fou parce que la volatilité, elle est trop grande pour au quotidien vouloir surveiller ça. Alors, il y a des gens à qui ça va convenir de regarder un peu en permanence où ça va et de ne pas être impacté émotionnellement. Mais je pense que pour les débutants et pour l'immense majorité des gens qui justement voient des fluctuations qui sont complètement folles en positif et en négatif, ça ne peut qu'avoir un impact psychologique qui est forcément assez conséquent dans le côté négatif, justement. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut que vous recommander, là, pour le coup, d'essayer de
Bah, je sais plus si c'était pas Bitcoin une fois qui disait ça dans une des émissions dans lesquelles on l'avait reçu, d'essayer de savoir à peu près ce qu'on a en termes soit de crypto en comptage. Par exemple, si vous avez 0,5 BTC, bah, vous savez que vous avez 0,5 BTC. Vous n'avez pas besoin de double check tous les matins s'il est bien là, s'il a fait caca, si voilà. Et d'un autre côté, d'essayer de savoir la valorisation à peu près à un instant T. Vous avez ça dans un coin de votre tête et vous y revenez pas 3 fois par jour, 10 fois par jour à actualiser le wallet. Je sais que quand on est piqué à la crypto, pardon, c'est très difficile de pas regarder matin, midi et soir, mais c'est clairement un truc qui, sur le poids psychologique et notamment quand il y a des gros retracements, ça peut faire une énorme différence et vous tenir éloigné d'une mauvaise prise de décision impacté très fortement, très négativement par votre émotion sur un moment clé où parfois, comme on l'a vu récemment, on a eu un Bitcoin qui est venu à 53 000 $. C'était relativement bas par rapport aux 75 000 qu'on a touché là sur ce cycle. Et c'est pas pour autant que là, ça y est, on est de nouveau à 67, 68. Donc vous voyez que une semaine d'attente ou une semaine d'écart, ça peut quand même faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. Donc essayez de savoir à peu près où vous en êtes, bien entendu. Le but, c'est pas de jeter la clé et de ne jamais regarder, bien que, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui ont oublié les wallets dans un coin quelques années plus tard, ils étaient plutôt contents. Peut-être que ça durera pas toujours, on n'en sait rien. Mais voilà, de pas être trop hyper connecté, de pas surréagir à chaque information, de pas surdécrypter, de pas vouloir tout le temps échanger votre Bitcoin ou votre Ether que vous avez accumulé longuement pendant des longues périodes en bonne et due forme contre le dernier shitcoin à la mode parce que votre voisin a fait x5, x10 et que vous vous sentez un peu pitoyable en vous disant j'ai fait qu'en x3, qu'est-ce que mon bag il a pour que les autres ils fassent x10 autour de moi. Et ça, c'est un truc, la pression sociale et la pression que vous allez vous mettre à vous-même en vous comparant, qui pour moi est aussi un des pièges les plus importants qu'on peut rencontrer dans la crypto. Il n'y a rien à dire puisqu'on est parfaitement d'accord avec. C'était limpide. Limpide. Masterclass. Manu, il est allé se prendre une petite pilule en attendant. Non, je pense que c'était limite le mot de la fin de l'émission. Non, mais ouais, c'est vrai, 1h15, on était pas mal. Ouais. Non, mais limite, on dirait que tu tournes des émissions presque tous les jours et que tu les fais en une prise. Ouais, j'avoue. Ouais. Je sais pas dans le chat si vous vouliez aborder un dernier petit sujet, genre 5 minutes pour clôturer en mode tranquillou bilou. Mais voilà, nous, on a pas mal fait le tour pour ce soir. Et ouais, c'est plutôt cool. Après, que dire de plus? Franchement, quand on regarde le crypto total incluant Bitcoin, c'est au bon endroit, au bon moment. On est en train de coller vers les ex-ATH. Voilà, j'ai toujours mon objectif, ma box verte qui n'a pas changé depuis 6 mois ou 1 an. Au mieux, les 6700 milliards, ce qui voudrait dire un Bitcoin à 150 000. Et au moins, enfin à minima, un Bitcoin à 100 000 avec un crypto total de 4400 milliards, soit à peine 1600 milliards de plus qu'au dernier cycle. Ça paraît peu, mais voilà, disons que c'est le minimum qu'on puisse espérer lorsqu'on aura franchi l'ancienne ATH des 3000. Ça fait des extensions qui, finalement, nous ramènent un peu dans les eaux de ce dont on a discuté tout à l'heure. Si on arrive à avoir un crypto total autour de 6 000 milliards sur ce cycle, ça fait x2 du cycle précédent. C'est pas dégueu. C'est pas mal. Ouais, clairement. Alors, j'en profite pour répondre aux questions. Alors, ça parle beaucoup de Bitcoin, Ethereum, mais rarement Sol. Mec, on a fait 20 minutes d'émission sur Solana. J'avoue. Je sais pas quoi te dire. On voit le gars qui arrive en retard. Ouais, c'est genre un tiers de l'émission, c'était Solana cette fois-ci. Donc, t'iras voir le replay sur YouTube. Hein. Tu nous fais plaisir, mais ou alors fallait pas. Je sais pas ce que tu faisais pendant qu'on en parlait, mais clairement, on a parlé. Ça va. Il y a Jeff Prod et By Sacha qui disent AVV4 et Accord Mérite sur Arbitrum. Je réponds sur ceux-là parce que c'est AV. AVV4, c'est financé, ça a été voté et du coup, c'est validé par la DAO. Maintenant, c'est en phase de recherche. Donc, ce sera probablement pour la fin de l'année ou le début 2025. Mérite sur Arbitrum, c'est voté pour le round d'après. Donc là, on est en round 6 de Mérite
qui s'arrête le 29 juillet, si je ne dis pas de bêtises, avec distribution le 31 juillet. Et du coup, si on n'est pas en retard, Inch'Allah, on sera prêt pour commencer Mérite sur Arbitrum au cours du mois d'août, puisque ce sera le round 7. Donc voilà sur ces questions-là. Il y a une question qui est marrante puisque ça avait été posé sous une forme un peu différente la dernière fois, en mode quand on est blindé, est-ce qu'on fera encore des vidéos? J'ai envie de te dire, on en fait, non? Le but dans la vie, c'est aussi d'avoir quelque chose qui t'anime, que tu aimes faire, pour lequel tu te lèves le matin. Et clairement, CM, depuis maintenant plus de 5 ans que ça existe, si j'étais pas animé le matin par l'envie de faire mes vidéos, alors je vais pas dire que quand je me suis pelé les 2 ans et demi de vidéos 7 sur 7, il y a des jours c'était un peu compliqué, je t'avouerai. Mais globalement, voilà, après quand tu le fais quand tu as envie, on va dire 3 fois par semaine, en fonction de l'actualité, parce qu'il n'y a pas tout le temps non plus des trucs à dire, bah, c'est pas une question d'argent au final de faire des vidéos. C'est juste que c'est un boulot dans lequel tu t'épanouis et que tu considères même pas comme un boulot. Si j'avais dû quantifier le nombre d'heures que j'ai passé sur CM en 5 ans, sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, auquel on répond à énormément de gens. Quand on a des questions de sécurité, de wallet, de peu importe, on essaie de répondre à tout le monde, et notamment les modérateurs, je les salue, qui font un boulot énorme et vraiment au quotidien, quoi, quand même nous, on n'est pas là. Voilà, c'est pas une question de multimillionnaire ou d'argent ou de trucs comme ça. Bien entendu que quand on est arrivé au crypto, il y avait un attrait argent et que petit à petit, on a gagné de l'argent, beaucoup d'argent, et ça nous a permis très certainement de nous épanouir aussi de ce côté-là. Mais c'est pas pour autant que une fois que tu as une société qui fonctionne et que tu commences à gagner de l'argent ou que tu as beaucoup d'argent, que du jour au lendemain, tu vas t'arrêter de faire ton travail. Il y avait plein de gens aussi qui disaient des fois sur les réseaux, ouais, le jour où j'ai 1 million, le jour où j'ai 2 millions, je vois pas pourquoi j'irais me casser le cul à travailler ou à faire des trucs. Mais à partir du moment où tu te retrouves dans une situation comme ça, t'as pas forcément envie, même si demain tu gagnes 1 ou 2 millions au loto, de t'arrêter de travailler. Il y a plein de gens qui gagnent au loto, qui continuent leur petit job parce qu'ils aiment leur boulot. SM, je pense que la vraie question, c'était est-ce que quand tu seras multimillionnaire, tu continueras à faire des vidéos depuis ton jacuzzi? C'est ça qui voulait vraiment dire. C'est une autre question. Non, mais par contre, ça induit une question philosophique qui est plus profonde, tu vois, de se trouver un but dans la vie, parce que tu te rends compte quand tu n'as pas d'argent que ça occupe une place importante dans ta vie parce que justement tu n'en as pas et c'est un problème. Et quand tu commences à avoir plus d'argent, tu y penses aussi, mais tu y penses différemment et ça peut apporter d'autres problèmes. Et en fait, c'est exactement ce que dit le livre là, ce que l'argent dit de vous, ce genre de choses. C'est des sujets vraiment qui sont assez personnels au final. C'est plus le rapport à l'argent de toute personne, tu vois, de chacun. Et chacun va avoir une manière de fonctionner qui est très différente. Mais ça m'a toujours fait un peu marrer ce truc de se dire, ouais, si j'avais beaucoup d'argent, bah, en gros, je me la coulerais douce toute ma vie, je foutrais plus rien, tu vois. Mais si t'as pas un but, un truc qui t'anime et que t'es blindé, mais tu finis ultra dépressif au fond d'un seau, quoi. C'est horrible. Moi, je vais dire un truc que les Français vont détester parce que c'est un sujet ultra tabou. Mais quand on est dans les cryptos depuis longtemps, on voit beaucoup de gens devenir riches. Et du coup, on les voit et de tout milieu différents. Donc, il y a des gens qui deviennent riches grâce à leur travail, parce qu'ils ont monté une boîte et cette boîte, elle fonctionne très, très bien. Il y a des gens qui deviennent riches parce qu'ils ont acheté de bons shitcoins et du coup, ils ont fait des très belles performances et ça suffit pour eux. Il y a des gens qui ont juste acheté un petit peu de Bitcoin, mais il y a très longtemps. Et ce un petit peu de Bitcoin, c'était 50 ou 100 Bitcoin et du coup, ça a changé de vie très largement. Et tous ces scénarios-là, on les a vus. Tous ceux qui disent 99,9% des gens, et j'ai observé des centaines de personnes, voire des milliers de personnes sur ces 10 dernières années, suivre cette trajectoire de vie. Tous les gens qui disent, moi, si j'ai de l'argent, j'arrête de bosser, ça dure 6 mois max. Maximum. Ils quittent leur boulot, ils s'achètent une belle voiture généralement, ils partent en vacances, mais sauf que tu vas pas passer 3 ans en vacances. Ils vont partir 1 mois en vacances dans des 5 étoiles, etc. Ils vont faire claquer un petit peu de thunes, etc. Et puis après, ils rentrent chez eux et puis ils se font chier, quoi. Et au bout de 6 mois,
Généralement, soit ils retrouvent un boulot, soit ils montent leur propre boîte. Pardon, excuse-moi Manu, vas-y. Soit ils font une dépression, je disais. Soit ils font une dépression, mais ça c'est plus rare quand même. Il faut rester optimiste. Généralement, ça se passe pas si mal. Enfin, généralement, c'est mieux d'avoir une famille dans ce genre de situation et d'avoir quelque chose qui soutient. Mais tout le monde s'y remet parce que qu'est-ce que tu vas foutre? Tu vas être à la retraite à 25, à 30, à 35, à 45 ans. Bah non, tu as d'autres choses à faire. Tu es dans la fleur de l'âge, entre guillemets. Donc, c'est très, très rare et je pense que c'est un fantasme de croire que parce que tu as de l'argent, tu vas arrêter de faire les choses que tu aimes bien. Si ton boulot, tu le détestes, oui, tu vas l'arrêter. Mais tu vas te remettre à bosser parce que maintenant, tu n'auras plus la charge mentale de l'argent. Et une fois que tu n'as plus la charge mentale de l'argent, tu fais ce qui te plaît. Et si tu as envie de monter une boutique qui perd 2000 balles par mois, tu t'en fous. Parce que tu seras commerçant et tu auras ta petite boutique si ça t'amuse, et c'est ça ton truc. Si tu as envie de faire de la céramique et que tu fais des trucs qui se vendent pas, bah, tu t'en fous parce que tu auras quand même les moyens d'avoir ton studio et d'aller à ton studio et faire des céramiques toute la journée. Enfin, chacun a la capacité de faire ce qu'il veut, mais je crois pas et je n'ai pas observé au fur et à mesure de temps, de manière significative, des gens qui ont arrêté toute activité. Ça n'existe pas. Disons que ça peut amener à une certaine conversion d'un boulot qui te plaisait ou qui te plaisait pas trop vers quelque chose où tu vas faire d'un hobby que tu adores ton métier. Et ça, c'est vrai que l'argent, ça peut ouvrir une liberté qui est assez extraordinaire de pouvoir t'auto-reconvertir sans demander rien à personne et en étant ton propre patron, entre guillemets, ou ton propre décisionnaire et sans avoir ce poids-là de si financièrement ou non ça va passer. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Ça, c'est sinon, tu as des gens qui deviennent juste investisseurs. C'est-à-dire, l'investisseur, tu bosses pas, mais tu mets ton argent pour permettre aux autres de créer leurs projets. Et il y a beaucoup de gens qui sont business angels et qui n'ont pas des performances incroyables, mais ils investissent de manière diplomatique ou de manière amicale, où ils mettent des sommes qui vont pas, de toute façon, pas changer leur vie, mais qui vont permettre à des entrepreneurs de se lancer. Et ça, c'est des choses qu'on observe beaucoup, beaucoup dans l'écosystème. On observe aussi beaucoup chez les gens qui deviennent riches, ils deviennent un petit peu mécènes à leur échelle. Où ils vont soutenir des artistes locaux, ils vont soutenir des gens parfois, des étudiants. Donc c'est bénévolat, soutien et mécénat sur des causes importantes. C'est des choses qu'on observe et qui sont très très répandues. On n'en parle pas beaucoup parce que moi c'est pas mon style de parler de ce genre de choses, mais vous serez étonnés parmi les gens que vous côtoyez et qui sont un peu connus dans l'écosystème, toutes les choses qu'ils font en vrai. Donc ça existe aussi. Il y avait un message qui était aussi intéressant de Keïsa, de la fuite en avant et du toujours plus. Si tu fais une belle somme, tu continues et tu veux 10 fois plus. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement se retrouvent embringués dans j'ai fait 1 million, j'en veux 5, j'ai fait 5, j'en veux 10, j'en ai 10, j'en veux 20, 30, 50, 100. Et là, c'est une vraie fuite en avant. Et il y en a en fait qui vont finir par littéralement se flinguer à courir après ce truc du toujours plus de l'argent. Alors que après, il y a un truc qui est assez légitime au niveau de la façon dont on veut générer suffisamment d'argent pour avoir un futur prospère et une certaine pérennité. C'est que tu vas te fixer un objectif où tu sais que dans tel ou tel pays, avec tant d'argent, tu as un renoué de 10, 20, 30, 50 ans devant toi avec ta famille et tout. Et là, tu sais que tu es complètement safe et que tu peux t'arrêter de travailler et te retrouver dans la zone dans laquelle on parlait tout à l'heure, de vivre ton hobby ou d'avoir ta femme, si elle a envie, qui ne travaille pas à côté, que toi tu continues de travailler, ou enfin voilà, d'avoir une vie qui est bien plus libre de la façon dont vous voulez la gérer. Mais après, c'est vrai que ça, c'est un cas qu'on voit régulièrement de gens pour qui l'argent, ça représente absolument tout et qui vont systématiquement, une fois qu'ils ont atteint le palier du dessus, vouloir le palier encore d'après. Et il y a des gens dans l'écosystème crypto qui aujourd'hui le disent librement que leur but, c'est d'être milliardaire. Et quand j'entends ce genre de truc, je me dis, ouais, bon, il y a encore du chemin à parcourir, les gars. C'est beaucoup, 1 milliard. Moi, je pense que c'est pas les plus heureux. Et puis, qu'est-ce que t'en fous d'1 milliard, tu vois?
Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Je suis heureux avec ce que j'ai pas besoin de 10 fois plus. Hein. Clairement, c'est pas les choses qui me motivent. Mais et je trouve pas que c'est les plus heureux, hein, ceux qui veulent juste augmenter leur score, passer d'1 million à 10 millions, à 100 millions, à 1 milliard. Quand c'est des entrepreneurs et qui, en fait, c'est lié au succès de leur boîte et c'est lié au succès de leur projet, pourquoi pas. Mais quand c'est du pur trading, ça en fait des êtres humains qui sont pas forcément les plus intéressants et les gens que tu as envie de côtoyer. Et il y en a beaucoup qui sont connus ou moins connus dans l'écosystème, qui rentrent un peu dans ces cages-là, où les gens ont des portfolios de 10 à 50 millions, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté et vendu des trucs, c'est cool, mais qu'est-ce que tu as fait? Et je trouve que c'est pas... Peut-être que je juge, hein, mais je trouve que c'est pas forcément le plus épanouissant comme situation. Et après, encore faut-il bien les placer, effectivement, parce que comme disait CryptoJuice, tu mets 5 millions à 20% d'intérêt sur Encore et tu repars une main devant, une main derrière avec ton formulaire McDonald's, quoi. Donc, ouais. Ouais, 5 millions avec les intérêts d'Encore. Mais c'est vrai que c'est un sujet aussi qui est super intéressant, ça, d'arriver à gérer correctement son argent quand justement tu viens d'un monde où, on le dit régulièrement sur la chaîne, c'est pas une découverte. En France, on n'a aucune éducation financière. Donc, si d'un seul coup tu te retrouves, même ceux qui touchent un héritage, il y a des jeunes, des fois là, on voit passer sur certains forums ou des trucs comme ça. Je viens de toucher 100K, mes parents, mon père est décédé, j'ai 200K, qu'est-ce que je fais? Et il y a des gens qui se retrouvent avec une grosse somme sur les bras et qui sont complètement perdus. Et c'est ces moments-là de faiblesse où justement ça peut aller très vite pour les perdre en faisant les bêtises qu'on fait tous en bêtises primaires d'investisseurs, mais qui peuvent coûter très très cher. J'ai un exemple inverse là-dessus, où en fait, il y avait une personne que je connaissais qui était au RSA. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, le RSA, aujourd'hui en France, mais bon, c'était le revenu minimum pour les gens qui ne travaillent pas. Et qui avait une toute petite activité. Cette personne était intermittente, etc. Et vivait vraiment avec rien. Mais rien du tout. Ce qui est honorable, hein, parce qu'il y a des gens qui ont très peu de besoins et qui vivent avec rien du tout. Et à un moment, elle s'est plaint, on me coupe mon RSA. Et en creusant un petit peu la situation, dans le groupe d'amis, on s'est rendu compte qu'en fait, ils lui ont coupé parce qu'elle avait un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'elle avait reçu par héritage. Et juste, elle n'avait jamais touché à cet argent, mais elle l'avait sur ses comptes, quoi. Et il y a des gens qui ont plein de thunes, mais qui les touchent pas parce qu'ils savent pas quoi en faire, ou que c'est pas leur culture, ou ils ont peur de le dépenser. Donc l'extrême inverse existe aussi. Ouais, et je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont énormément de liquidités sur des comptes courants. Et on me parle souvent du livret A, mais j'aimerais bien voir en proportion, tu vois, si on fait la somme de toutes les banques françaises, des dépôts des Français sur les comptes courants, à mon avis, la somme, elle doit être vraiment extraordinaire. Ouais, c'est plusieurs. Enfin, c'est parler de 6 000 milliards d'épargne. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça contient ce qu'il y a sur les comptes en banque de partout, mais c'est 2 fois la dette, grosso modo, généralement. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pour ça qu'il y a certains courants politiques qui veulent voler l'épargne des gens. Bon, ça, on ne fera pas de commentaires politiques, mais bon. Voilà, quand généralement on se serre dans la poche des gens, c'est mauvais signe historiquement. Ouais. Surtout que moi je comprends pas parce qu'aujourd'hui avec 1 milliard on fait plus rien, quoi. Bah oui, c'est pour ça que tout le monde en veut un. C'est parce que c'est exactement. Ça me paraît tomber sous le sens. Ouais. Bon, on vous laisse. Voilà. Désolé d'avoir abordé le sujet politique. Vous pensez ce que vous voulez, on vous respecte, il n'y a pas de souci. En tout cas, si on pouvait conclure en mot de la fin avec ça, c'est qu'en gros, il n'est jamais trop tard justement pour s'intéresser à ce genre de domaine. J'ai la sensation malgré tout, et c'est ce que disait notamment le directeur Europe, là, Mathias Bacchino de Trade Republic, que les Français, et notamment depuis 2020, au moment du Covid, que tout le monde s'est retrouvé bloqué à la maison, ont pris un peu plus en proportion leur destin financier en main, ou du moins ont commencé à s'y intéresser. Après, est-ce que vraiment ça va faire la boule de neige?
il vaut mieux un peu doucement mais sûrement que rien du tout, c'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai qu'on part de loin, on part de très loin, et peut-être qu'à l'avenir, on aura plus tard des réformes de système de retraite, de système de répartition, de nouvelles choses qui nous obligeront aussi un peu à marche forcée à nous y intéresser et à avoir un système un peu plus à l'anglo-saxonne, si je puis dire. Donc on verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est vrai que ça prend son temps et c'est malgré tout intéressant de faire un petit peu partie à notre niveau de cet apprentissage en continu qui permet, même si on arrive à permettre à 10 personnes d'y voir un peu plus clair semaine après semaine, je pense qu'on a largement rempli notre objectif. Il y a Bissacha qui dit 100 € par mois pendant 40 ans dans un ETF Monde, c'est un demi-million pour la retraite. Alors, c'est pas sans risque de dire ça. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais effectivement, constituer une épargne et contribuer de manière active et régulière, et j'insiste sur le mot régulier, à une épargne, c'est la chose qui vous créera un avantage sur 99% des gens quand on vous le souhaite, vous atteindrez l'âge de la retraite. Donc le chiffre, il n'est pas vraiment important, mais en fait, tout chiffre que vous arrivez à mettre toutes les semaines, tous les mois de côté, et que si vous y tenez pendant des décennies, ce sera un cadeau incroyable que vous aurez et que la plupart des gens n'auront pas. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, quel que soit votre niveau de ressources, parce que pour certains, 100 € par mois de côté, c'est énorme. Et ça, on peut l'entendre, et c'est tout à fait acceptable et respectable. On n'a pas tous les mêmes moyens. Pour d'autres, ce sera plus 1000 € par mois de côté. Pour d'autres, ce sera encore plus. Pour d'autres, ce sera moins. Mais ce que je trouve extrêmement essentiel, c'est que vous mettiez tous, vraiment tous, et pour moi, c'est pas optionnel, dans la situation où vous mettez quelque chose de côté tous les mois et que cette épargne-là, vous y touchez pas. Mais choisissez bien aussi le véhicule de votre épargne. Ouais, mais même si c'est un livret A, moi, c'est du cash, je ne juge pas les gens, quoi. Quoi. Ouais. Oui. Ah oui, vous mettez pas ça dans le PP, hein. S'il vous plaît. Ouais, pas dans le matelas, mettez pas 100 € dans le matelas tous les mois, quoi. Ouais. En tout cas, je suis mais les ETF, c'est très bien. Hein. Moi, j'achète tous les mois, j'achète encore aujourd'hui. Et je pense que jusqu'au bout, jusqu'à que j'en ai besoin ou plus tard, ou ce sera pour mes enfants. Mais j'achète tous les mois de l'ETF, moi, du SP500 personnellement, parce que je pense que l'économie américaine continuera de surperformer pendant encore très longtemps l'économie européenne et le reste. Mais vous pouvez acheter du ETF CAC 40. Il y a Amundi qui fait ça, par exemple, et il y en a plein. Si vous êtes français, vous pouvez avoir un compte PEA. Tant que vous ne vendez pas, ce n'est pas fiscalisé. Et même quand vous vendrez, si vous l'avez gardé au moins 5 ans, au moins 8 ans, il y aura des avantages fiscaux qui sont relativement intéressants. Et le meilleur moment d'ouvrir un PEA, si vous êtes français, c'était il y a 8 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Si vous avez des enfants qui ont 18 ans, le jour de leurs 18 ans, ouvrez-leur un PEA. Même si vous n'avez pas d'argent à leur mettre pour eux dessus, ils vous remercieront quand ils auront terminé leurs études à 23, 25 ans et qu'ils auront quelque chose qui est défiscalisé. Parce que le compteur a déjà tourné pendant 5 ans, pendant 8 ans. Franchement, c'est pas une option. J'étais content, en vrai. Moi, mes parents l'ont pas fait. J'ai ouvert mon PEA à 24 ans. J'ai perdu du temps, quoi. Et franchement, j'aurais préféré avoir des parents qui mettaient genre 100 balles dans mon PEA à 18 ans. Et puis, quand je me suis réveillé financièrement à 24 ans, ça aurait été un avantage que j'ai pas eu. Ah ouais, moi, tu vois, j'avais eu cette chance-là avec un petit pécule et tout. Et quand j'avais voulu m'installer pour ma pharma, j'avais un petit pécule, mais qui était exonéré parce que ça faisait plus de 8 ans au final que ça avait été ouvert. Et j'étais bien content de ne pas payer de taxes pour commencer. En tout cas, le World, comme tu en parlais, c'est une dizaine de % sur 10-15 ans, là, depuis qu'ils ont monté cet ETF. Je suis vraiment curieux de voir, tu vois, sur 10 ans de plus, voir un peu le niveau benchmark, ce que ça va pouvoir donner, justement, sur une dizaine d'années de plus. Mais moi, il y a une question que je me pose et il faudra une fois qu'on interroge des gens qui sont super calés en ETF, voir un peu quel est le loup, en fait, qu'est-ce qui serait le côté négatif des ETF, parce que quand on prend que ça soit le SP500, le CAC 40, le Nasdaq, le MSCI World, c'est des indices, des ETF qui sont auto-nettoyants, c'est-à-dire
à partir du moment, comme le SP500 en porte le nom, c'est vraiment les 500 plus grosses capitalisations, mais aussi les meilleures entreprises. Et chaque année, c'est réévalué, si ce n'est pas tous les 6 mois d'ailleurs. Là aussi, je dis peut-être des bêtises, mais c'est réévalué très, très régulièrement. Et donc, ce qui fait que, au travers du temps, que ce soit le World ou le SP500, tu vas avoir que les meilleures entreprises, celles qui ont de la croissance, celles qui font du chiffre, celles qui se tirent vers le haut. Donc, vu que c'est un ETF, entre guillemets, cheat code, d'avoir les meilleures entreprises en mode auto-nettoyant et en mode capitalisant en plus, ce qui va te permettre d'avoir des intérêts composés, je me pose toujours la question de où est le loup, tu vois, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a un truc qui nous échappe? Est-ce que, je sais pas. Le loup, c'est que moi, je vous conseille fortement d'acheter des ETF avec dividendes réinvestis, parce que sinon, vous perdez un petit peu une grande partie de la croissance du truc. Et le deuxième loup, c'est que quand tu lui mets l'inflation, et que tu prends en compte l'inflation, les vraies performances, elles sont pas incroyables. Mais en fait, le but d'une épargne, c'est pas de devenir riche. Le but d'une épargne, c'est de maintenir du pouvoir d'achat comparé à l'inflation. Et aujourd'hui, l'ETF, ça reste le meilleur rapport coût, risque et rendement que vous pouvez trouver. C'est pour ça qu'il y a des ETF maximalistes. Hein. Il y a des gens qui disent la finance, allez pas lire des bouquins, allez pas lire des chartes, allez pas vous prendre la tête, vous achetez un ETF CAC 40, vous achetez un ETF Monde et puis vous faites ça toutes les semaines. Et c'est ce que le gars de Trade Republic dit, hein. C'est quand il fait ses podcasts, etc. Il est venu chez nous, il a quand même passé 1 heure à parler un peu de crypto, mais le mec il est là pour vendre des ETF, hein, parce que c'est ça son produit phare. Et en vrai, il a raison dans le sens où c'est un produit qui est simple et les gens ils vont pas pleurer derrière. Personne a perdu tout son argent avec un ETF. Enfin, un ETF sur des produits, parce il en existe des un petit peu plus exotiques, mais sur les produits principaux, c'est très difficile de tout perdre. D'ailleurs, son premier passage sur Légende a fait 1,2 million de vues. Et tu sais combien ils ont fait d'inscrits là suite à cette émission via le lien de Legend? Je sais pas, mais ça doit être énorme. Ils ont fait 100 000 inscrits. Oh là, franchement, en termes de transformation, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Mais franchement, le Guillaume Play, on l'aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que son émission, elle est quand même excellente. Après, il n'est pas au top de sa forme sur chaque interview, mais bon, ça, c'est comme tout le monde. Hein. Mais je trouve que c'est au niveau qualité, c'est l'un des meilleurs podcasts qui existent aujourd'hui en francophone. Hein. C'est diversifié, c'est bienveillant. Il n'est pas là pour juger les gens plus ou moins. Et en termes de conversion, je ne sais pas combien ça coûte de passer chez Guillaume Play, mais même si on me dit que ça coûte 100 000 balles, en vrai, ça vaut le coup. Hein. Si tu me dis qu'il y a 100 000 inscrits, mais les 100 000 balles, ils sont gratos. Hein. Ah ouais, non, mais je pense qu'ils ont tous été surpris. Hein. Même Mathias, je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle audience. Parce qu'en général, les quelques émissions qui ont dépassé les 500K vues chez Légende, c'est souvent, et d'ailleurs il a fait plusieurs millions sur le trio d'émissions, c'était le médecin légiste, là, Philippe Boxhaut. Moi j'adore ces émissions, il en a fait 4. Mais celle du médecin légiste, allez l'écouter, franchement c'est génial. Elles sont ouf. Et bien ce mec-là, il est passé de 5000 ventes à son bouquin, je crois, à des chiffres hallucinants. Il a fait sold out et c'était un petit éditeur, le mec qui faisait ces 2 bouquins, et ils ont dû réimprimer en urgence énormément de livres parce que ça a été un succès incroyable son bouquin. Et ce mec, il a fait 4 émissions, allez les écouter. Hein. On vous chill, le podcast le plus connu de France, donc je pense que vous connaissez déjà, mais vraiment très intéressant. Quoi. Et ce qui est fou, c'est que les gens comme ça qui te parlent avec passion de leur boulot, le mec il te parle des morts et des morts les plus atroces ou des cas les plus ouf, et tu trouves ça super attrayant parce qu'il te le raconte d'une façon où tu te dis bah ouais, en fait, tu vois, c'est ce qui peut arriver tous les jours, ou qui est arrivé par le passé, ou quand il te parle des trucs du Moyen-Âge et tout, pareil, à chaque fois, il a ce côté passionné du légiste qui te dit, bah voilà, il y a ça qui se passe comme ça, comme si, enfin, franchement, c'est fou, quoi. Clairement. Si j'avais su. Si t'avais su, tu serais passé Manu, il a loupé sa voix. Podcast, les meilleures histoires de votre pharmacien. Bah, franchement, tu sais que n'importe qui peut y passer, hein. Tu peux demander à y passer, hein.
Après, je pense que ouais, il y a des contenus qui sont sponsorisés. C'est clair. Et puis, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il a toute une équipe. Et puis, c'est normal qu'il fasse tourner sa boîte. Hein. Moi, ça me choque pas du tout. Et surtout, oui. les pubs, elles sont rarement chiantes. Mais pour moi, Trade Republic, c'est une pub, c'est une émission publicitaire d'1 heure. Hein. Mais c'est pas grave. C'est en soi. Oui, puis c'était Le mec, il sponsorisé. a Ouais. Ouais, le mec a des choses intéressantes à dire et il parle de son sujet. C'est pourquoi il serait pas payé Guillaume Play pour ça. Après ça, c'est la mentalité française, tu vois. Tant que c'est Bah, dit, c'est surtout moi ça me s'il leur dérange a pas. ramené 100 000 inscrits, je ne sais pas si ça paye au CPA ou un truc comme ça, mais potentiellement, c'est une collab qui a été ultra florissante, win-win, tu vois, là pour le coup. Moi franchement, il le disait dans le chat, Mounir de Finari, s'il a les moyens, il devrait y passer. Hein. C'est peut-être laisser un petit peu de temps parce que la Trade Republic, ils ont bien fait le truc, mais Mounir, il parle hyper bien. Mounir, c'est assez un tueur. Je ne sais pas si vous regardez. Ils ont une chaîne de YouTube Finari de très très bonne qualité où ils font des interviews aussi. Alors ça reste sur le sujet pure finance. Hein, c'est pas aussi généraliste que les Legend et c'est pas du tout le même style. Mais si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne YouTube de Finari, allez-y. C'est de très grande qualité. Ouais, et ils ont une croissance phénoménale pour le coup. Ça me rappelle la croissance de la chaîne la première année où vraiment ils ont explosé d'un coup et franchement c'est totalement mérité. Hein. Il y a eu 1 ou 2 fois où ils ont eu des invités là, des mecs gestionnaires de patrimoine. Il y en avait un qui était c'était quoi déjà son titre? Il était prof déjà, mais en plus il gérait tout le côté à la fois fiscaliste et il avait un truc, merde, comment ça s'appelle déjà? Un office notarial, je crois, ou un truc comme ça. Et le gars, mais c'était une giga tronche. Il avait la réponse à tout. Tu voyais Ouais, qu'en termes il de était sympa. patrimoine, tu lui donnais une phrase, l'intitulé de ton truc, le mec, il te faisait un patrimoine sur 150 ans. Enfin, vraiment, des fois, il a des gars vraiment vénères hein, sur Finari. Et après, le truc qui fait le fil rouge, c'est l'analyse des patrimoines de Monsieur Tout-le-Monde. Ça va du gars multimillionnaire au gars qui gagne 20 000, 30 000 euros par an, donc du 2-3 000 euros par mois. Et on voit vraiment des profils complètement différents. C'est trop cool, je trouve, pour le coup. Et franchement, il y a très longtemps, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il y avait Rue 89 qui faisait analyse d'un portefeuille d'un Français, etc. Ils avaient fait toute une liste d'articles comme ça, mais c'était pas forcément hyper bien fait, mais au moins c'était les premiers, parce qu'en France, c'est tabou, hein. Personne ne fait ça habituellement. Et je trouve que Finari, ils le font 1000 fois mieux. Et c'est trop bien qu'il y ait cette diversité. Il y aura forcément quelqu'un qui passera qui ressemblera un petit peu à votre situation, où vous pourrez vous projeter. Et les conseils qu'il a sur la gestion du patrimoine, ils sont hyper intéressants. Sachant que le mec, il gère une boîte à côté. Hein. Il est quand même CEO d'une start-up qui est loin d'être dégueulasse, où ils font vraiment pas mal de volume, mais Finari, c'est bien. Alors, c'est pas un contenu sponsorisé, il nous paye pas hein, pour qu'on parle de lui. On le fait de manière spontanée. Mais c'est quand même assez intéressant, quoi. Et ouais, il y a Ogdan qui a mis le nom de la personne dont je parlais à l'instant, c'est Antoine de Ravel d'Esclapon. Et pour le coup, ça a l'air d'être un puits de science, ce mec, niveau patrimonial. On a touché là le top plus, tu vois. Il a l'air vraiment calé. Après, je ne l'ai jamais pratiqué en tant que tel, mais je sais qu'il avait écrit un bouquin justement autour du patrimoine, qui d'ailleurs s'apparente à un bouquin, mais c'est plus des pages volantes en fait, qui sont toutes reliées les unes aux autres. Je crois que j'avais vu passer ça. Et vraiment très très intéressant cette émission, je ne peux que vous la recommander. Je crois qu'on a fait la conclusion la plus longue du monde. Ouais. Franchement, ça fait 2 heures. Recommencer l'émission par-dessus. Alors, est-ce qu'on relance une émission? On est reparti pour 3 heures. Il y a Bitcoin à 68 200, si vous voulez, on relance. Hein. 68K2, là, ça y est, hein, pump it. Ah, ça y est, pump it, parce que c'était morose en début d'émission. Effectivement, ça repart un petit peu. Non, mais nous, de toute façon, on a bien compris. Ce soir, on a dit c'est Sol $1000 et Matic $5.
Et tiens, $5, dites-nous dans le chat, j'ai pas la main pour faire un vrai sondage, mais dites-nous si vous pensez que l'approbation finale demain sur Ether pour les ETF va être bull ou bear. Ah, ça monte ou ça descend une fois que Ouais, marquez ça monte ou ça descend dans le chat. On va voir quel est le sentiment prédominant pour demain. Alors, il y en a, pour l'instant, on n'a que un dump, un pop. Eh ben, personne n'en fait rien. Eh ben, ça fait plaisir. Neutre, Ça, voilà. ça semble neutre, hein, en tout cas. Bon, bah, on va bien voir. Hein. D, la réponse D, alors. Mais pour l'instant, rappelons-le, ETH BTC était encore relativement mou du sgeg. Hein. Ça part toujours pas. Donc, Manu, c'est le moment de sortir tes pilules bleues. Hein. Après, il y a quand même le CEO de JP Morgan qui nous a dit ouais, cet été, ça va être compliqué, ça risque de descendre. Enfin, faites attention. Lui, quand il parle en règle générale, on a tendance à vouloir faire l'inverse. Hein. Bon. Ouais, très clairement, parce qu'il est là. Il ne faut pas trop lui faire confiance à celui-là. Hein. Non, lui, c'est vraiment le pire pour votre bague. Hein. Il orne dessus, et même s'il fait que 200 balles, hein, ça ne le gêne pas de venir vous le prendre. Très clairement. D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs là par rapport à Trump aussi et cette nomination du secrétaire au Trésor. La semaine dernière, c'était JP Morgan. Cette semaine, ça pourrait être le CEO de BlackRock. Donc, je ne sais pas d'où il les sortent, hein, les rumeurs, mais tout ce qu'on sait, c'est que samedi, il sera bel et bien à la conférence et il y a peut-être Elon Musk qui est en train de nous faire du Elon Musk depuis hier. Et il a retweeté ce soir en début d'émission, là, comme quoi peut-être il y aurait moyen qu'il y soit aussi à la conférence de samedi. Donc, je sais pas ce qui peut se passer, mais je suppose que le prix là du Bitcoin, qui est pas mal soutenu depuis quelques jours autour de ces spéculations, ça n'y est pas pour rien non plus. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on ne se prenne pas le double effet qui se coule derrière d'un ETF Ether qui, pendant les premiers jours, serait un peu vendu du fait qu'on ne voit pas immédiatement de la grosse liquidité venir dessus, comme ça avait fait sur Bitcoin, et qu'en plus, derrière, le discours de Trump samedi soit un peu décevant autour des cryptos ou de Bitcoin et que ça déçoive les attentes des gens, notamment ceux qui pensent que ça y est, il va annoncer qu'on met Bitcoin au bilan des États-Unis. Ça me paraît un peu aventureux, mais bon, pourquoi pas hein, pour les optimistes. Mais bon, voilà, faites attention au retour de bâton. On peut quand même encore sacrément faire le yo-yo. On n'est que mi-juillet, enfin mi-juillet bien tassé, mais ouais, faut faire gaffe, je pense, jusqu'à la rentrée. Et ben, ce sera le mot de la fin, je pense, les amis. Ça me paraît très bien. Super, merci à tous les deux. Merci à tous d'avoir été là. On était 500, mi-juillet, c'est cool, il fait chaud, il fait beau. Et on espère bien entendu que d'ici l'automne, justement, c'est ce sur quoi on s'est projeté depuis le printemps et on a plutôt été pas trop mal au niveau du timing jusqu'à présent, qu'on aura un bel automne. Et je pense, moi, que le cycle pourrait trouver son apothéose, son apogée au premier trimestre 2025. Ça me paraît pas déconnant par rapport à ce cycle. J'ai du mal à me projeter jusqu'à l'automne 2025, ça me paraît un peu long. Mais franchement, le Q1 2025... on aura déjà passé le pivot de la Fed qui devrait intervenir en septembre, a priori, d'après les derniers paris des analystes. Et voilà, on y verra un peu plus clair et je pense que ça permettra de poser les bases solides avec notamment le nouveau président des États-Unis. Et là aussi, c'est pas encore gagné. Merci à tous, très bonne soirée et on se retrouve sur YouTube d'ici la fin de la semaine et vous aurez le replay sur YouTube demain et qui est dispo immédiatement sur Twitch. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao.